la puissance des shorts, elle est folle. Et tu peux toucher des millions de personnes sans avoir 1 million d'abonnés. On le disait tout le temps, mais tu peux avoir 0 abonnés, toucher 1000 personnes, 100 000 personnes. Non, mais on a fait une croissance qui était vraiment forte. Je crois qu'on est passé de, je sais plus le premier mois à combien on a fini, mais en fait, on a atteint les 1 million d'ARR au bout de 90 jours. Au début, on était vraiment la tête dedans, tu vois, mais en fait, c'est quand on a pris des reports, des retours d'autres entrepreneurs, etc., dans le SaaS, c'est des croissances qui sont dans le top 1% des SaaS. David, Sifei, merci de venir ici sur ce podcast. Comme je vous le disais en off, l'idée c'est que déjà vous vous présentiez un petit peu, bon même si on l'aura vu dans le titre, je pense, de l'épisode, qui aura pas mal teasé. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans le vif du sujet, de vous présenter tous les deux, peut-être un petit peu plus côté perso, pour voir un petit peu c'est quoi les personnages qu'on a en face, et après on parlera un petit peu plus des différentes aventures pro que vous avez dans le passé et surtout dans le présent. Trop cool. Qui commence ? Vas-y, je t'en prie. Je commence ? Ok, je vous le bal. Écoute, merci déjà de nous recevoir. C'est cool de faire ce podcast. C'est la première fois qu'il fait qu'on fait un podcast ensemble. Et je trouve ça très sympa comme concept. Et c'est vrai que quand tu m'avais envoyé le message pour me dire on va faire un podcast ensemble avec j'ai regardé ce que tu faisais, etc. Je trouvais ça intéressant. Ça changeait des podcasts qu'on a l'habitude de faire qui sont toujours sur une audience très d'entrepreneurs, business et tout. Donc c'est pour ça qu'on a accepté de venir avec Sifei. Je trouve ça cool. Mais ouais, pour me présenter rapidement, moi je m'appelle David. Du coup, j'ai 27 ans. Alors, je fais le parcours rapidement, mais je viens de la région parisienne. Voilà, j'ai eu un parcours scolaire pas ouf du tout. J'étais pas très bon élève. J'aimais pas trop l'école. J'ai fait pas mal de collèges différents, pas mal de lycées différents. Et moi, j'ai un profil business. J'ai commencé à faire du business à travers mes petits jobs en parallèle de l'école. Donc, j'ai très vite... en fait, j'ai commencé le business grâce à la vidéo, parce que quand j'étais jeune, je faisais pas mal de montage et de tournage et de prise de vue grâce à des caméras que j'avais par mes parents, etc. À quel âge tout ça ? Quand j'avais genre 6-7 ans, j'avais commencé à utiliser... j'adorais ça, et du coup, je prenais la caméra, je me souviens, c'était les Sony qui s'ouvraient comme ça, le côté comme ça, compact. Et je faisais des enregistrements, je faisais des petits films. Moi, je me filmais, je faisais beaucoup de fingerboard. Tu te souviens de fingerskate ? Ouais, j'en ai eu. Fingerskate. Ouais. Et je mettais la caméra sur mon bureau et je faisais des vidéos. Je pense que je pourrais retrouver la vidéo, d'ailleurs, elle serait incroyable à retrouver cette vidéo. C'est sur YouTube ? C'est sur YouTube. Ok. No joke. Mais personne ne connaît le nom de la chaîne. Oui. Le pseudo. On cherchera. Et non, voilà, donc j'ai fait beaucoup de montage quand j'étais jeune. Et après, je me suis mis à vendre des animations, des intros, After Effects, ce genre de trucs. Je faisais pas mal de trucs comme ça. Et au fur et à mesure du temps, voilà, je me suis lancé dans la vidéo. J'ai monté une agence quand j'avais 17-18 ans autour de la prise de vue aérienne par drone. Ok. Voilà, parce que j'aimais beaucoup tout ce qui était Ça devait être début de DJI. à la mode, tout ça. Ouais, c'était c'était l'époque où ça Phantom commençait. 2, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, c'est les premiers Phantom. Phantom, c'est le drone de DJI. C'est pas des fantômes réels. Et voilà, et je faisais de la prise de vue pour des beaux bateaux, des gros bateaux, parce que j'aimais bien les beaux bateaux. Et du coup, je faisais de la prise de vue aérienne pour ce genre de prestations. Et après, j'ai monté une première société dans le domaine des paris sportifs. Et après, je suis allé dans le domaine du textile. J'ai fait plein de choses différentes qui m'ont permis en fait de me rediriger un jour dans le domaine du SaaS. Et c'est comme ça que j'ai fini par faire un logiciel avec Sifei autour de la vidéo voilà, pour les créateurs de contenu. On va y revenir après, mais rapidement pour moi, ça... C'est ta première expérience SaaS ? Non, c'est ma deuxième. J'ai monté un premier SaaS il y a 2 ans et demi. Qui était dans un domaine très différent, qui était dans le domaine de la formation. C'était un CRM pour suivre les apprenants au sein des organismes de formation, pour traquer en se connectant à des plateformes LLM, un espèce de tableau de bord pour suivre l'avancement des apprenants au fur et à mesure de leur formation pour les organismes français. Donc c'était un truc très niché, tout petit, mais c'était un SaaS qui m'a permis un peu de comprendre les mécanismes de business pour vendre des logiciels. Ça m'a vachement appris, j'ai fait pas mal d'erreurs, on va revenir après, je pense, dessus, sur toutes les conneries et les erreurs qu'on peut faire. Mais voilà, c'était mon premier. Et ça, il a été revendu il y a 1 an et demi. Et c'est ensuite que j'ai rencontré Sifei et qu'on a monté SubMagic. Ok. Voilà. Alors moi, c'est Sifei. J'ai 36 ans. Moi, mon parcours plus, donc j'ai fait, on va dire, parcours classique, mais j'ai fait une école de commerce. Donc j'étais plus business de base. Ok. J'ai eu la chance de pas mal faire d'échanges à l'étranger, voilà, en Corée, aux États-Unis, etc. Et après toutes ces études, je suis revenu en France pour faire l'apprentissage, le parcours un peu classique, dans une banque. Et à l'époque, en fait, pour un peu faire job étudiant, je faisais déjà des sites internet en HTML.
Et donc voilà, on gagnait plutôt bien sa vie, on va dire, en faisant ça en étant étudiant. Et à force de refaire 1, 2, 3, 4, 5 sites sur WordPress, en HTML, etc., de fil en aiguille, j'ai parlé à mon N+1 et N+2 de mon apprentissage. On était en banque. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas faire le Zara, on va dire, du site internet, c'est-à-dire avoir un système un peu industriel qui permet de faire des sites personnalisés, quoi. Et donc, c'était à l'époque, donc ça, c'était en 2012. Et donc, on lance à l'époque ce qui s'appelle Orson, qui était un website builder en SaaS. Et donc, c'était le début de tout ce qui était Squarespace, Wix, etc. Webflow n'existait pas encore, mais c'était le même besoin, on va dire. Et donc, on s'est associé à une troisième personne qui s'appelle Thierry Charbonnel, qui avait, lui, une agence d'UX et de dev, en gros, et qui, lui, avait la même problématique. C'est-à-dire, il faisait des sites internet pour les petits clients, entre guillemets, et qui avaient la même problématique que nous. C'est-à-dire, il refaisait ce type de projet qu'il n'aimait pas trop. Et donc, on s'est dit, on va s'associer à 4. Donc, 3 personnes du business, une personne, on va dire, tech. Et à l'époque, en fait, il y a AngularJS qui arrive sur le marché. Donc, c'était vraiment le début de ces frameworks type React, AngularJS. Et donc, nous, on avait tout développé en jQuery. Et donc, pendant 6 mois. Et on trouvait personne sur ce nouveau langage, parce que c'était vraiment c'était un side project de Google, en fait, AngularJS de base. Et donc, du coup, on s'y est mis avec mon associé. Et donc, il a été un peu mon mentor, on va dire, technique. Et c'est comme ça que je suis monté en compétences directement par le Angular. Donc, je connaissais pas JavaScript, tout ça. Voilà, j'ai commencé à faire de l'Angular. Et on a mis globalement 2 ans de développement à faire avant de faire la bêta. Donc, c'était beaucoup trop long. Hein. On a fait 40 milliards d'erreurs, possibles et imaginables. Et donc, on en reviendra, comme on a fait différemment sur Submagic aussi. Mais on a développé l'MVP pendant 2 ans. Et puis après, ça a bien pris. À l'époque, on a réussi à lever des fonds aussi auprès de Sarbacane, qui est un outil d'emailing B2B aussi, qui s'appelle maintenant le groupe Positive. Et donc, on a accéléré en termes d'acquisition, de marketing, de business. Et en fait, on est arrivé en frontal avec Wix et One and One, qui s'appelle Yonos aujourd'hui. Et eux, ils sont arrivés avec 20 millions d'euros sur la table sur le marché français. Donc, on a eu des difficultés en termes d'acquisition. Et après, ça marchait plus trop bien. Et donc, on a revendu à un concurrent français qui s'appelle SiteW, qui existe toujours aujourd'hui. Et après, moi, j'ai continué dans le SaaS en rejoignant une boîte qui s'appelle Castali, qui fait, on va dire, du SaaS hardware à travers des fontaines à eau. Donc, ils proposent des fontaines à eau qui permettent de supprimer le plastique à usage unique, type les bouteilles en plastique. Et donc, j'ai fait cette deuxième phase. Donc, j'appelle ça, moi, la phase de l'adolescence dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, je suis arrivé, de 0 à 15 personnes dans ma première boîte. Et là, on a fait de 30 à 120 personnes. Et moi, j'étais CTO, du coup, dans cette boîte-là. Ouais, c'est ça, tu avais toujours un associé. Ouais, alors, moi, j'étais pas du tout associé. Je suis rentré en tant que CTO dans la boîte. Thibaut, il est tout seul. Donc, il est tout seul associé. Mais je suis rentré en tant que CTO pour digitaliser la boîte, pour pouvoir scaler. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et donc, j'étais arrivé à un moment donné où je faisais un peu trop de management. Et donc, j'avais envie de remettre les mains dans le conduit. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a à peu près 1 an. Ok. Et justement, tu nous dis que tu viens du marketing. Comment tu as fait cette transition ? C'est drôle quand même de voir que tu as assez vite occupé des postes de CTO, donc très technique, alors que tu viens, a priori, pas du tout de en fait, au bout de 6 mois, comme je te disais, en fait, il y avait cette techno qu'on voit apparaître qui s'appelle Angular, qui permet de faire des choses incroyables sur le navigateur. Et aujourd'hui, c'est une évidence parce que c'est React, c'est Vue.js, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire, entre guillemets. Et donc, on cherchait des gens. Donc, on a commencé à interviewer des gens au Canada, aux US. C'était à des prix exorbitants, etc. Et donc, au bout de 6 mois, en fait, on s'est dit, soit on y va, soit on arrête le projet, ou il faut qu'on y aille, quoi. Donc, en fait, moi, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit de se dire, je vais apprendre à coder. C'est plus, si je prends un exemple, c'est, je sais pas, t'as un rêve, c'est de construire ta propre maison. Et donc, tu vas commencer à aller sur YouTube pour dire, OK, comment je fais une cuisine? Ou, comment je fais la robinetterie, je vais faire l'électricité, etc. Et de fil en aiguille, c'est qu'au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois où je me rends compte, OK, putain, je sais développer, tu vois. Donc le process, c'était pas je vais apprendre à coder et je cherche un projet. C'est plus j'ai un projet et comment le faire. Et à ce moment-là, vous aviez levé des fonds ou pas encore? Non. Parce que moi, je me mets à ta place, je dirais que je serais dans ta situation où je me dis, personne qui peut développer sur notre techno, il faut que je le fasse moi-même. Je pense que j'aurais pas été capable de. Enfin, je pense que je serais allé voir. Enfin, j'aurais pas réussi. C'est vrai que c'est pas évident. Tu viens d'un background business et tu dis, vas-y, je vais essayer de le faire. Et
Mais t'as trouvé un kiff là-dedans, t'as aimé. Ouais, moi je pense que je fais déjà un peu de HTML, donc je pense que le dev c'est un peu la logique de construire des choses. Tu vois, je pense pas. Enfin, je pense que la majorité des gens ils pensent que c'est lié à des maths, il faut que tu sois bon sur l'algorithmique, etc. Moi, ma conviction c'est si t'aimes bien construire des choses dans les jeux vidéo, dans les Lego, tu vois, voilà, dans les jeux de cartes, tu vas avoir une aspérité dans le dev. Ouais. Et donc je trouve que c'est plus ça. Je compare à la maison, mais voilà, si t'aimes bien cuisiner, par exemple, pour moi c'est de la construction, tu vois, c'est du jeu aussi, et d'organiser les choses, tu vois, et cette logique-là se revoit dans le dev, tu vois. Ok. Enfin, voilà, c'est mon point de vue. Mais... Ouais, c'est vrai que souvent la réflexion de se dire j'ai envie de construire quelque chose, je vais le faire moi-même. Ça, c'est un truc que nous les techs on a parce que on a l'impression d'avoir tous les outils en main. Et que ça va être le plus rentable de le construire nous-mêmes. Et on va peut-être en reparler. Là, t'as un mec qui dans ce point de vue, moi, j'ai pas du tout ce point de vue, donc voilà. Ouais, mais enfin, je dis ça parce que moi, je considère ça comme une erreur. Et c'est intéressant de se dire que même toi, qui as un profil marketing où tu te dis, OK, je vais faire un business plan, on va embaucher machin, on va lever tant, etc. pour obtenir le résultat. C'est intéressant de voir que c'est pas du tout le chemin que t'as pris à cette époque-là, quoi. Yes. Top. Est-ce qu'on peut revenir, avant de parler de l'époque plus actuelle avec Submagic, des différentes erreurs vous avez tous les deux un petit peu teasé des erreurs que vous auriez fait dans le passé, peut-être à travers les études ou en parallèle, à côté ou après. Est-ce qu'il y a des grandes leçons comme ça que vous voulez partager ? Ouais, grave, avec plaisir. Alors, on a beaucoup en vrai des erreurs, même plein, mais je pense que moi, je parle personnellement pour moi, de mon expérience, des grosses erreurs que j'ai apprises. Bah, c'est souvent lié à ta personnalité. Tu vois, tu fais des erreurs par rapport à ton caractère. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très curieux, très impulsif. Je me lance parfois assez vite sans trop réfléchir. Okay. Et ça m'a apporté des choses positives comme des choses un peu négatives. Parfois, tu réfléchis pas, tu fais des conneries et tu perds du temps et tu fais des mauvais choix parce que si tu avais pris un peu plus de temps pour réfléchir en amont, tu aurais peut-être fait des meilleurs choix. Bon, après, ça fait partie du process et maintenant, je fais plus attention à ce genre de choses. Mais je dirais que, bon, pour les études, moi, j'ai pas fait d'études, donc je peux pas te dire si ça m'a apporté des choses positives ou pas. En l'occurrence, jusqu'à présent, ça va, je me débrouille pas trop mal. Mais non, erreur, je dirais... moi, je dirais une première erreur que je vois souvent des gens faire, c'est bien choisir son industrie. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent je veux lancer une boîte, ils se posent pas trop la question de pourquoi ils veulent lancer une boîte. C'est plus genre, aujourd'hui, c'est un peu une trend de monter une boîte, c'est entrepreneuriat, etc. Tout le monde a envie de monter sa boîte. Mais genre, ils se lèvent un matin en disant je veux monter ma boîte. Et moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est avant de. Enfin, ils me disent je sais pas comment trouver une idée, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et moi, je dis souvent reviens au basique, c'est-à-dire que demande-toi qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que tu apprécies regarder, c'est quoi ton domaine qui te plaît plus que d'autres choses, où est-ce que tu es passionné, et va travailler dans ce domaine-là, va trouver des idées de business dans ce domaine-là. Et en fait, en fait, je dis ça parce que généralement, quand tu te renseignes, tu passes du temps à regarder les domaines que tu aimes, généralement, tu es souvent plus critique. Et c'est en étant critique que tu te rends compte que tu as des problématiques dans des domaines, et c'est là où tu trouves des réelles idées. En fait, les idées, c'est juste des problèmes que tu essaies de résoudre. Et généralement, les gens, en fait, ils se lancent dans un truc. Moi, j'ai fait cette erreur. Je me suis lancé dans des domaines, tu vois, les paris sportifs au début, c'était pas vraiment. C'est ça, ouais, t'as eu vraiment. Ça, c'était bien. J'ai appris des choses. Je suis très curieux, donc du coup, ça me nourrit. Mais d'un autre côté, en fait, sur du long terme, si tu veux construire quelque chose de vraiment solide, je pense qu'il faut vraiment que tu aies une passion intrinsèque pour vraiment l'industrie dans laquelle tu essaies de te battre, parce que l'entrepreneuriat, c'est super dur, ça prend du temps, et avant de gagner de l'argent, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et si t'es pas passionné par réellement l'industrie dans laquelle tu travailles, c'est dur de se lever le matin à chaque fois et se dire, en fait, tu vois, il y a des concurrents à côté de toi qui ont cette passion-là, et c'est là que ça va faire la différence sur le long terme. Ouais. On dit souvent, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est vraiment le cas, tu vois, c'est un marathon et il faut tenir sur le long terme. Et pour tenir, je pense que, tu vois, c'est le cas. Moi, mon ancienne boîte, juste pour finir là-dessus, mais ma première boîte de SaaS, c'est ce qui m'a poussé à la revendre. C'est que je me suis dit, en fait, je me vois pas continuer 5 ans dans cette industrie parce que la formation en tant que telle, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Tu vois, ça me plaisait. Tu vois, ça me drive pas le matin, je me lève pas en disant, tu vois, j'ai pas fait d'études, formation, truc, ça me parle pas. Alors que la vidéo, tu vois, on pourrait parler de vidéo pendant 12 heures de suite, c'est un régal, tu vois, pour moi. Ouais. Et c'est ça qui fait ma différence avec mes compétiteurs aujourd'hui. Ouais, c'est ça, j'allais te demander, c'est quoi, enfin, est-ce que pendant tes différentes expériences entrepreneuriales, à un moment, tu t'es senti fatigué, en mode, j'ai plus du tout envie de travailler là-dessus, ça me drive pas. C'était quoi un petit peu les facteurs, les signaux un petit peu tangibles
qui t'ont fait te dire ok, c'est pas pour moi, il faut que je switch. Et peut-être les signaux que nous et que les gens qui nous écoutent devraient peut-être regarder. Ouais, c'est une bonne question parce que c'est pas facile de s'écouter généralement. Moi, j'ai mis pas mal de temps à comprendre que mon corps il avait des choses en vie que tu suis pas forcément, tu vois. Mais je dirais que en fait, il faut arriver à prendre du recul. Donc prendre du recul, ça suffit d'aller marcher 2 heures, prendre des temps off, couper, tu vois. Tu vois, moi, ma deuxième boîte dans le textile, il m'a fallu couper réellement pendant 1 semaine. Partir avec ma famille, à couper du boulot pour me rendre compte, prendre du recul, parler avec des gens extérieurs du business pour me dire en fait, je suis pas sûr que ça soit vraiment fait pour toi, tu vois, de faire ça, ça te ressemble pas, ou ci ou ça, et ça t'ouvre l'esprit parce que généralement quand tu montes une boîte, t'es tellement focus dans ce que tu fais que t'as du mal à lever la tête et dire ok, est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin ou pas, tu vois. Donc voilà, prendre du recul et se poser les bonnes questions. Est-ce que t'aimes vraiment, est-ce que tu t'es vraiment passionné par ce que tu fais, et ça tu peux le savoir en réfléchissant 2 minutes, en disant est-ce que tu vois, moi je prends toujours cet exemple, mais moi, l'exemple de... Je sais que je passe beaucoup de temps sur YouTube, je consomme beaucoup de contenu, j'adore la création de contenu. Et quand je vais sur YouTube, je regarde toujours ce que je recherche sur YouTube, les sujets que j'aime regarder, les vidéos que j'aime regarder. Et je me dis, tu vois, ces sujets-là, c'est des sujets qui me passionnent. C'est des choses, tu vois, dans mon temps libre, je suis là, j'ai une pause, je veux regarder un truc, je vais consommer ça. Et ça me dit, tu vois, je suis dans le bon domaine si je travaille dans ce domaine-là. Moi, par exemple, aujourd'hui, je regarde beaucoup de vidéos, de contenu short, ça me parle parce que j'aime play. Et en plus, ça tombe bien parce que je travaille là-dedans. Donc là, je sais que je suis dans le mille. Mais avant, tu vois, je me lève pas sur YouTube pour aller regarder des vidéos de formation, d'organiser ça. Et ça te dit rien, mais voilà, je pense que c'est un voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que souvent, il y a des discours très contradictoires en mode, il faut suivre ta passion, parce que sinon tu vas pas réussir. Et c'est un peu, si je caractérise, bien sûr. Et il y en a d'autres qui vont dire, attention, un job, c'est un job. Et si tu kiffes 100% de ta journée, c'est pas normal. Ça veut dire que tu es en train de Non, mais après, je pense qu'il y a des choses, et c'est savoir s'écouter, je pense que ça, c'est un point hyper important, et c'est pas simple, je pense, mais c'est qu'est-ce qui te drive dans la vie, vraiment. Il y a, je pense, les éléments de passion, et après, il y a des choses où tu penses que tu as un apport particulier. Tu vois, moi, je suis pas passionné de la vidéo depuis le début, ou voilà, depuis le début de ma carrière, mais ce que je fais, moi, aujourd'hui, c'est comment je simplifie la vie des gens, comment je leur fais gagner du temps. Tu vois, c'est ça qui me drive. Et donc, je l'ai fait dans la création de site internet, aujourd'hui, je l'ai fait dans la vidéo. Mais tu vois, c'est pas le secteur d'activité qui m'attire, qui me passionne, entre guillemets. C'est comment je te fais gagner du temps. Et que tu puisses faire autre chose, quoi, d'une certaine façon, sur des tâches qui ont pas beaucoup de sens, pas beaucoup de valeur ajoutée. Et tu vois, ça j'ai trouvé mon sweet spot là-dessus. Donc voilà, ça, je pense, ça dépend des personnes, quoi. Ça se complète. Ce que j'allais dire, ça se complète carrément. Et du coup, toi, moi, mes apprentissages, après, moi, ça va être plus peut-être tech, peut-être pour les auditeurs, mais ce que moi j'ai trouvé intéressant et l'erreur que j'ai fait dans ma première boîte, tu vois, je te disais, on a passé 2 ans à faire le premier MVP. Avec Somme Magique, on a mis 2 semaines pour faire le premier MVP. Donc, tu vois, c'est souvent, quand tu commences, tu vas être perfectionniste, tu rajoutes une roadmap où tu as 25 fonctionnalités, le truc classique, mais on le répète et on le répète, et tout le monde refait cette erreur. C'est de se dire, voilà, c'est quoi le MVP, qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur. Tu vois, Tinder, voilà, tu pouvais juste swiper, tu pouvais te connecter à Facebook et point barre. Et puis après, tu rajoutes des choses. Je crois que la version desktop, elle est arrivée 10 ans après. Donc, et réussir à faire ça, c'est pas simple parce que tu as toujours envie de faire le truc parfait, et surtout les devs, voilà, tu veux sortir le truc parfait, t'oses pas, etc. Donc pour moi, ça, c'est le périmètre du MVP. C'est super important de se dire qu'est-ce qui a beaucoup de valeur ajoutée et perfectionner juste cette partie-là et release. Et le deuxième élément, je pense, côté dev notamment, c'est de parler aux utilisateurs. Je pense que ça, c'est un truc où peut-être qu'on n'a pas le caractère, on n'est pas habitué à parler à des utilisateurs et on n'aime pas ça, mais je pense qu'il faut se faire violence et y aller parce qu'il y a trop de travail en laboratoire où je suis dans ma chambre où voilà, j'appelle ça du travail de laboratoire, on s'invente une vie, on se dit ils aimeraient bien ça, et donc on fait un développement de fonctionnalités long comme le bras, on sort dans 6 mois, 1 an, nous 2 ans pour te dire, et en fait tu vois, au bout de 2 ans il y avait plein de choses qui n'étaient pas utiles, on a sorti un outil qui correspondait pas à ce que voulaient les utilisateurs et on s'est rendu compte 2 ans après. Donc les gens ils voulaient pas acheter, c'était une évidence. Et donc voilà, ça pour moi c'est vraiment le gros learning. Et le deuxième, je pense que c'est un peu lié aussi à ça, au côté un peu perfectionniste, mais faire le 80-20. Tu vois, je répète souvent ce truc-là du 80-20, c'est de se dire même tu développes une nouvelle fonctionnalité, c'est qu'est-ce qui a le plus de valeur et tu te focalises d'abord là-dessus et après le détail on le rajoutera par la suite en fonction des retours utilisateurs et de parler justement ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est un peu lié d'une certaine façon, parce que MVP, on va dire, c'est au lancement, et puis après, le 80-20, c'est plus une routine à avoir tout le temps, et c'est pas que dans le dev, c'est vraiment dans le business, je pense, en général. Je trouve que c'est deux principes qui sont
en tout cas qui, moi, m'ont changé la vie par la suite de l'entrepreneuriat. Ouais. Il y a un truc que je rajouterais juste sur ça, parce que ça peut peut-être aider les auditeurs, ceux qui lancent des boîtes, qui sont tech et tout. Moi, je sais que j'avais beaucoup de mal en tant que business de mettre sur le marché, enfin de confronter mon produit au marché. Tu vois, c'est un truc qu'on a souvent peur, on se dit, mais il faut qu'il soit bien, c'est ce qu'il disait Sifai au début. Hein. Mais en fait, le jour où j'ai compris que plus vite j'allais affronter mon marché, plus vite j'allais gagner de l'argent, en fait. Et plus vite j'allais pouvoir me sortir de cette situation-là. Et je pense que une des erreurs, c'est de patienter trop, d'attendre que ton produit soit parfait. Et justement, c'est un super signal. Nous, quand on a lancé Sub Magic, on savait très bien on a commencé à bosser avec Sifai. Au début, on était très clair sur le dire, on va faire un MVP très très basique. Mais genre, je sais même plus s'il y avait un logo sur le site quand on a lancé la première version, peut-être. Si. Il y avait un logo, mais c'était vraiment... Je l'ai fait en 5 minutes. Quoi. C'était vraiment du bootstrap pur et dur. Mais justement, en fait, on s'est forcé à faire ça parce que ça nous a permis de se dire, en fait, voilà, si on va lancer ce produit-là, qui est vraiment très basique, qui a un truc, attention, ce qu'on lançait, c'était pas n'importe quoi, ça marchait, il y avait un fonctionnement, on était quand même fiers de ce qu'on lançait, tu vois. Mais c'était très basique. Et si ça, on arrive, moi, de ma partie business, j'arrive à aller faire des ventes avec ce produit-là très basique, à ce moment-là, on a un début de réponse. Et c'est ça qu'on cherche à avoir quand tu lances une boîte, c'est savoir s'il y a une traction et s'il y a un marché. C'est uniquement ça la réponse. C'est les gens, ils passent 3 ans à développer un produit. En fait, ce qu'on veut juste savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ton offre. En fait, c'est cette réponse que tu cherches à avoir le plus vite possible quand tu montes une boîte. Et nous, on s'est dit, comment on peut craquer le sujet en essayant de se dire, en 1 mois, 2 semaines pour développer le MVP, 2 semaines, moi, pour les vendre, on va avoir un début de réponse. Et si on l'a, tant mieux, on va itérer dessus, on va pousser, on va continuer à développer. Et moi, je vais continuer à faire des ventes. Et si on l'a pas, c'est pas grave, on switch, on passe sur un autre produit. Et c'est génial parce que dans 3 mois, on aura testé 4 autres produits. Tu as la probabilité qu'au bout d'un an, tu aies raté tes 12 produits, c'est quand même fort. Donc, je pense qu'il y a cette notion de... Et en fait, un des moyens pour se forcer à faire MVP, c'est le temps. Alors, si tu te dis, en gros, tu as 2 semaines pour faire quelque chose, tu vas trouver les solutions pour aller droit au but, quoi. Ouais, c'est ça, j'allais te demander, est-ce que pour toi, c'est une bonne idée de se dire, OK, en un week-end, en une semaine, c'est en fonction, parce qu'il y en a, ils ont un job à côté, etc. Tu dis 2 semaines. Mais tu vois, c'est dommage, Google, ils ont arrêté ça, mais je sais pas si c'était Google ou autre, mais à l'époque, ils avaient des startup week-ends où tu étais en bootstrap et tu avais 2 jours enfermé dans une salle et tu devais sortir un produit. Et tu avais des super idées qui en sortaient. Et je pense que cette notion de temps, et surtout pour les perfectionnistes, parce que les développeurs, les designers, je les considère un peu tous des perfectionnistes. Et moi, je me considère aussi un peu dans cette brique-là, mais si tu leur donnes un temps limité, c'est là qu'ils vont faire le meilleur logo, qu'ils vont faire le meilleur dev, ils vont réfléchir à la meilleure solution technique pour pouvoir répondre aux besoins très rapidement. Tu vois. Et donc, cette notion de temps, nous, on s'est dit 2 semaines ou 1 mois, je sais plus c'est quoi l'espace-temps, mais ça, je pense que c'est une bonne méthodologie. Et c'était respecté. Ouais, et ça t'aide aussi, je pense, tu vois, d'un point de vue technique comme business, d'un point de vue technique, du coup, je pense que naturellement, toi, tu avais l'expérience, mais tu as sélectionné ce qui avait de l'importance dans le MVP. Je dis, j'ai 2 semaines. Qu'est-ce que je mets dans ces 2 semaines? Est-ce que je les mets 2 semaines sur faire le logo ou je les mets... Qu'est-ce qu'il y a vraiment de la valeur? Et pour le savoir, je pense que le mieux, c'est d'être clair. Enfin, moi, je m'en souviens à ce moment-là, c'était moi-même, c'était mon problème, les captions. Donc, ce qu'on faisait, notre produit qu'on avait lancé, c'était le problème que j'avais. Donc, ça nous a pas mal aidé à dire, OK, Sifai, tu vois, qu'est-ce qu'on met dans ce MVP? Il faut, ça suffit, tu vois. On est bon. Et si t'as pas cette personne-là, si des devs nous écoutent et ils veulent lancer un produit, ils n'ont pas le retour, le mieux, c'est de parler avec les gens, en fait. C'est d'avoir des gens qui ont ce problème-là et de leur dire, en fait, c'est quoi vraiment? Essayer d'être critique et de se dire, c'est quoi le premier pain, le plus important? Si tu veux les lister par ordre de priorité, c'est quoi le numéro 1? Et le MVP, c'est le numéro 1. Tu vois, faut pas dire c'est 2, 3, 4. Ça arrive ensuite. Et d'un point de vue business, moi, c'était pareil. J'avais 2 semaines. Je me suis dit, j'ai 2 semaines pour trouver des ventes. Je me focus sur qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour aller trouver des ventes. Tu te fixes des deadlines, c'est vrai que c'est fort. Hein, ça marche bien. Ça t'aide à éviter de passer trop de temps. Et du coup, tu vois, c'est carré, tu vois, ça avance. C'est intéressant parce que là, on a 2 parties. On a 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines, je crée. 2 semaines, je vends. C'était pas 2 semaines exactement, je sais plus, mais c'était dans l'idée, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de se dire quand même, on n'est pas sur 90-10. 90% du temps, je code. 10% du temps, et encore, quand j'ai le temps, j'essaye de vendre. Moi, en fait, ce que je trouve intéressant dans la deadline, c'est que ça te force aussi à sélectionner tes outils. Et là où tu te dis, OK, en 2 semaines, il faut que j'ai réussi à faire ça, ce qui fait qu'en 1 semaine, je dois faire ça parce que le reste du temps, c'est autre chose, tu vas peut-être te dire que peut-être qu'un outil comme un tableur Google Sheets ou un Airtable, ce sera largement suffisant. Là où au début, tu t'étais dit, je vais aller configurer une base. Mais moi, ma conviction, c'est que c'est vrai dans tout le business. C'est-à-dire que, tu vois, c'est plus, tu vas te dire, OK, où est-ce que je dois mettre mes efforts? Et donc, est-ce que tu vas mettre 2 semaines de ton temps à faire le logo, par exemple? Non. Donc, nous, tu vois, on a mis 5 minutes, on a fait un truc un peu à l'arrache, mais OK, ça suffit, quoi. Et du coup, tu passes direct au sujet suivant. Et du coup, tu vas concentrer ton énergie et ton effort sur là où ça a le plus de valeur ajoutée, tu vois. Ouais, carrément.
Et sur la partie vente, justement, comment est-ce que vous avez mesuré comment est-ce que vous avez validé l'idée? Parce que le problème, c'est que quand tu vas essayer de vendre ton produit, il y a plein de facteurs qui peuvent te faire dire que ça marche pas. Et ça peut très bien être ton message marketing, il est pas bien crafté, tu contactes pas assez de gens alors que tu pensais que t'en contactais déjà 10 fois trop. Enfin, tu vois, est-ce qu'il suffit d'une vente pour te dire ok, c'est bon, let's go, on y va? Ou est-ce que 10 c'est pas assez parce qu'en fait, est-ce qu'une vente c'est pas assez parce que peut-être que tu as contacté 100 personnes et donc ça nous fait un ratio de 1%? Enfin, est-ce que vous avez des chiffres comme ça pour vous dire ok, let's go, on y va, ou c'est pas assez? Des chiffres ou des signaux, parce que... Ouais, je pense que là, ce que tu évoques, c'est quoi un peu le moment où tu dis j'ai un product market fit en gros? Ouais. Tu dis genre, c'est quoi le moment où, ok, il y a vraiment une traction, il y a vraiment un truc à faire. Genre, le produit match son marché. Et ça, généralement, en réalité, je pense que, en fait, c'est bizarre, mais en fait, ça te saute aux yeux. Quand tu as un product market fit, c'est, en fait, la demande, tu peux pas la contrôler. Tu as trop de demandes. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a une traction qui se crée naturellement sans rien faire réellement. Tu vois qu'il y a l'engouement. Les gens en parlent autour d'eux. Tu sais pas d'où ça vient, mais il y a un mec il y a un nouveau lead. Mais tu t'as même pas fait de marketing. Mais c'est ça, en fait, en réalité. C'est là où tu vois que tu réponds vraiment à un problème. Ouais. C'est-à-dire que, alors, pour répondre à ta question, il suffit pas d'une vente pour valider ton produit, bien évidemment. Comment tu valides un peu le fait? En fait, je pense que il faut vraiment être clair sur ton produit et répond à qui comme clientèle. Genre, c'est qui que t'adresses, tu vois. C'est des entrepreneurs, c'est des créateurs de contenu, c'est des développeurs, j'en sais rien, tu vois. Ça dépend du produit que tu fais. Et ensuite, je pense que c'est important d'aller targeter tes clients que tu cherches à aller voir et pas faire ton test sur des gens qui n'ont rien à voir avec ton produit. Donc, il faut bien faire ton test ciblé sur la cible que tu cherches à aller voir pour que ton résultat il soit probant. Si tu vas tester ma solution Submagic sur des grands-mères de 70 ans qui n'ont jamais pris un téléphone, c'est sûr que je vais avoir un test raté. Alors que si je vais sur des gens qui sont potentiellement mon audience, des créateurs, des business owners, etc., bah là, ça peut être... Donc voilà, bien choisir son audience, aller être à l'écoute des retours qu'ils te font, tu vois. C'est pourquoi ils achètent ton produit, pourquoi ils ne l'achètent pas. Tu vois, mais les écouter réellement. Et ensuite, je pense que tu le vois quand tu as un product market fit, en fait, tu as vraiment ce truc-là de dire, en fait, ton produit, tu sens que les gens, il n'est pas parfait, mais ils te demandent des features directement, déjà, ils payent, en fait, simplement, ils payent. Ouais. En fait, la carte bancaire, c'est un... Mais ça, je pense que c'est le point numéro 1. C'est-à-dire côté dev, c'est-à-dire que je pense que 90% des gens mettent un outil gratuit, le font tester à des gens. Et tu vois, ça, pour moi, c'est la première porte à l'entrée où tu te dis, bah, si déjà quelqu'un qui est prêt à mettre sa carte bleue et à payer 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros par mois, tu vois, après, il faut voir le modèle économique, mais qui sont prêts à mettre leur carte bleue, c'est que tu résous un vrai problème. Donc pour moi, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je trouve qui est intéressant, et après, je sais pas c'est quoi les ratios, mais si tu envoies 100 personnes sur une landing page ou sur un site internet et que tu en aies un qui transforme ou deux qui transforment, tu vois, peu importe le ratio, mais que c'est finalement, tu as de la visite et que tu as des gens qui achètent, qui mettent vraiment leur carte bleue, encore une fois. C'est pas un free trial ou un freemium, hein, c'est vraiment que j'achète. Et que tu commences à avoir leur feedback. Et ça, c'est, je pense, le premier retour, c'est, bah, tu fais ta première vente, tu l'appelles, tu essayes de comprendre, et tu vois. Et si, en fait, tu sens, si tu dis, bah, et nous, en fait, tous les calls qu'on a eus, les gens étaient dithyrambiques. C'est-à-dire, ah putain, waouh, ça c'est cool. Ça me permet vraiment de gagner du temps. Et donc, en fait, tu le sens, en fait, du coup. Ok. Et après, bah, David connaissait pas mal de monde, donc on a poussé le truc et on a commencé à avoir, pas mal de trafic naturel d'utilisateurs qui arrivaient directement. Mais je pense que voilà, le premier bout, tu vois, c'est de faire payer les gens et faire une landing page. Ça, t'as pas besoin de faire un site de 25 pages. Tu fais une landing page et tu vois, tu mets 100, 200, 500 euros d'ads et tu vois comment ça transforme. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de demander à des gens de payer pour un MVP. Tu vois, c'est un truc, je remarque. Ouais, mais je peux pas les demander de payer. Je fais tester gratuitement et ils me payent. En fait, c'est tellement moi, j'ai eu ce mindset à un moment, mais c'est tellement un mauvais mindset de business. Parce qu'en fait, tu fais juste perdre ton temps et en réalité, encore une fois, la question qu'on te cherche à répondre, c'est est-ce que le produit trouve son marché? Et en fait, tant que tu fais pas payer les gens, tu peux pas le savoir. Parce que les gens gratuits pour tester des trucs, il y en a toujours. Exactement. C'est les gens qui sont prêts à mettre leur carte. Ta mère, elle va te dire oui, c'est bien. Ton idée, elle est géniale. Exactement ça. Mais vas-y, est-ce que tu es prêt à mettre ton numéro de carte et payer? Et là, tu vois, ça parle chinois un petit peu. Bah, tant que t'as pas. Voilà, donc tu fais une landing, en fait, j'ai même envie de te dire un truc même moins éthique, mais tu peux mettre, limite, t'as même pas de produit, t'as juste une landing, t'as un Stripe, et tu fais de la pub, tu dis voilà, mon produit, il fait ça, tu mets un prototype ou un truc comme ça, mais limite, ça fonctionne même pas derrière. Mais tu vois s'il y a un mec qui est prêt à mettre sa carte, et limite, tu le rembourses derrière, tu lui dis écoute, le produit, finalement, il est pas livré, mais tu vois, c'est une traction. En fait, tu peux tester des idées aujourd'hui sans vraiment. Tu vois, les gens qui disent j'ai besoin de lever 500 000 euros pour aller tester mon idée,
Moi, je trouve ça lunaire. À moins que tu fasses un truc où tu as besoin d'investissement hardware ou je sais pas quoi. Ouais. T'as pas besoin aujourd'hui, tu vois. Et même des boîtes tech, tu vois. Je pense que c'est une philosophie qui est pas forcément que au lancement. Si tu prends un exemple type Zapier, tu vois, où tu te connectais à différentes applications, ils ont lancé toutes les landing pages de tous les connecteurs. Ouais. Et ils ont regardé qui est-ce qui s'inscrivait sur tel ou tel outil et ils ont fait le dev, tu vois. Ouais. Et donc c'est juste je trouve que c'est un mindset à avoir qui s'avère vrai tout le long de la vie des entreprises, quoi. Mais pour ça, il faut générer du trafic. Ouais. Comment tu gères le trafic ? Et comment tu génères du trafic ? Je pense que vraiment, la base dans ton cercle, en fait, juste regarde ton cercle. Ouais. Et on rappelle le truc, t'es censé faire un produit dans un domaine qui te passionne. Donc généralement, dans un domaine qui te passionne, tu connais des gens qui sont aussi passionnés par le même domaine que toi. Et tu résous un problème que toi, t'as plus ou moins directement. Mais oui. En fait, c'est tellement plus simple d'aller résoudre un problème que toi, tu connais, que d'aller résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Parce que tu le résous pour toi à la base. Tu vois. Et généralement, il y a beaucoup de boîtes, c'est des mecs qui ont, tu vois, Airbnb et tout ça, ils avaient leur problématique. Alibaba, Blablacar, c'était son problème. Tu vois, je connais pas toutes les histoires de fondateurs et tout, mais généralement, il y a ce pattern qui se retrouve. Nous, c'était notre problème. Moi, c'était mon problème. Je faisais des vidéos sur YouTube, je devais faire des shorts, on devait faire des captions, je les faisais sur Premiere, c'était un temps fou. Je payais mon monteur. Bon, on a résolu mon problème. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, je connais qui d'autre dans mon entourage qui est créateur et qui a besoin de faire des shorts ? Et je suis juste allé les voir, leur dire, regarde, j'ai fait ça. Tu vois, et tous mes monteurs, mes potes monteurs, etc. Tu vois, et en fait, voilà, c'est comme ça que tu trouves tes premiers clients. Tu vois, des 100 personnes, c'est pas énorme, 100 personnes. Et après, tu mets un message sur LinkedIn, on a tous LinkedIn aujourd'hui, tes réseaux sociaux, tu vois, tu trouves facilement des gens. Et en fait, après, tu mesures sur ces gens que tu as targetés. C'est ça, la toute conversion. Tu vois, si tu as 1, 2, 3, après, tu vas l'appeler, tu lui parles. Ok, pourquoi t'as acheté ? T'es qui ? Tu connais peut-être 2, 3 gens dans ton entourage qui ont le même problème. Tu peux me mettre en relation avec eux. Tu fais, tu vois, juste du très basique, mais ça suffit au début pour avoir cette réponse. Ouais, carrément. Et je pense qu'il y a une technique qui est, on va dire, assez simple et je sais pas si elle est très utilisée, mais c'est les groupes Facebook. C'est-à-dire que les groupes Facebook, tu vois, Abby, tu parlais de Abby tout à l'heure, mais ils ont pas mal travaillé là-dessus. Et je pense qu'il y a un vivier là-dessus de groupes Facebook par domaine. C'est-à-dire, t'as les gens qui aiment les chats blancs, t'as le groupe des mamans du 92 qui vendent uniquement des meubles. Ouais. Donc t'as vraiment des groupes de toutes les niches. Et ça, c'est tu fais des posts où tu les contactes directement. Ça te permet au moins de cibler, entre guillemets, gratuitement, directement, tu vois, 10, 20, 30, 50 personnes. Je pense qu'il faut pas, tu n'as pas besoin de 1500 personnes. Sur un panel de 100 personnes, ok, il y a 100 personnes qui rentrent dans ton magasin, combien de personnes achètent ? Ça te donne déjà un ordre d'idée de est-ce que tu commences à avoir de l'attraction ou pas. Ouais, carrément. C'est vrai que les pages Facebook, on n'y pense plus trop parce qu'on est un peu trop matrixé par TikTok, Instagram et les shorts. Mais des communautés, je pense qu'il y en a partout. Voilà, des communautés, c'est plus. Je me parlais des shorts, là, tu viens de mettre le sujet sur la table, mais c'est un super moyen pour aller trouver ton audience au début. C'est un super moyen. Aujourd'hui, les shorts, tu mets un short, tu mets une vidéo de chat, ta vidéo, elle va être publiée qu'à des gens qui aiment les chats. Ouais. Donc, tu mets une vidéo sur un produit qui résout des problèmes à des développeurs, on sait que l'algo, il va faire en sorte de te mettre en avant face à des gens qui aiment les produits de développeurs. Et grâce à des outils comme notamment SumMagic, mais c'est pas pour faire la pub de notre produit, mais c'est vrai que en fait, on résout ce problème-là. Il y a plein de gens qui cherchent leurs clients grâce à SumMagic, grâce aux shorts aujourd'hui. C'est fort de le voir, tu vois. On le voit dans n'importe quel type de business. C'est valable pour tout. On a tout types de clients et ils se mettent à faire des shorts et la puissance des shorts, elle est folle. Et tu peux toucher des millions de personnes sans avoir 1 million d'abonnés. On le disait tout le temps, mais tu peux avoir 0 abonné, toucher 1000 personnes, 100 000 personnes. Et là, directement, tu as ta réponse, tu vois. On a ce qu'on a fait au début. On a marketé notre produit avec notre propre produit. Ouais. Je suis SumMagic pour faire des vidéos sur TikTok pour aller chercher des clients. Et pour vous, un compte, voilà, demain je veux me lancer par exemple sur TikTok, Instagram, peu importe, pour faire la promotion de mon business, que ce soit un SaaS, que je veux me lancer en freelance, peu importe. Si les contenus ne font pas de vues, qui restent bloqués, pour vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un problème de product market fit ? Non, pas forcément. Pas forcément, c'est pas toutes les vidéos que tu fais deviennent virales. Mais voilà, il faut. C'est quoi regarde, prenons logiquement, là, on se fait un test, on dit on lance une boîte tous les 3 demain et on veut marketer notre produit. On va se mettre à faire un short, un deuxième. Au bout du 10e, on se dit putain, ils bloquent à 50 vues nos shorts. Ouais. On laisse tomber, on continue, à votre avis ? On se dit, moi je dirais, je continue. C'est peut-être que mon message il est pas top, mon short il a pas pris. Vas-y, je vais. Tu vois. Non, donc c'est pas forcément que ton produit. En fait, si là, par contre, le short, il fait 100 000 vues, il fait le buzz. Par contre, tu fais toujours 0 vente. D'accord. Là, j'ai un début de réponse. Je me dis, potentiellement, il a touché la bonne audience, j'ai pas fait de vente. Tu vois, sur 50 personnes, tu peux pas savoir. Son problème, c'est pas que ton produit il est pas bien, c'est que ta vidéo, elle est pas bien et du coup, elle est pas assez montrée. Donc, il faut trouver différemment un truc. Je pense que cet aspect de l'algorithme, il est hyper important. C'est-à-dire qu'avant, tu étais obligé de suivre des comptes que tu aimais. Tu vas suivre des développeurs, tu vas suivre des sites
spécialisés et ensuite tu vas aller consommer ce contenu. Là, la vraie différence avec TikTok, mais ils ont fait la même chose sur toutes les autres plateformes, c'est que l'algorithme du short form content fait que je vais te pousser du contenu que tu aimes bien sans que tu aies rien à faire. Tu as juste à liker ou commencer à regarder ce type de vidéo. L'algorithme va automatiquement savoir que, je sais pas, tu regardes du contenu de développeur et je vais te pousser du contenu de développeur. Et en fait, c'est ça la magie, entre guillemets, de ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Et donc, la distribution de ton contenu, si elle a du sens, si elle est différente du marché et que les gens aiment tout simplement ce contenu, bah, il va être poussé à cette audience. Ouais, c'est clair. Ce qui est incroyable, c'est que ça va sur des niveaux de granularité, de niche. C'est-à-dire, tu aimes, je sais pas, tel ou tel langage du Go, ou, tu vois, tel ou tel langage où t'aimes les chats verts avec des yeux bleus, tu vas recevoir du contenu sur ça. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est marrant parce que récemment, j'étais en train de regarder. Non, mais attends, pendant ça, il y a un truc, un délire sur Instagram avec les chats roux. Tu vois, Orange Cat. Et j'ai que des vidéos d'Orange Cat. Parce qu'apparemment, ils font des trucs de ouf. Et j'ai que ça. Et tu vois, c'est bon. Et j'ai pas des Black Cats, c'est des Orange Cat. Ouais. Là, donc, et en réalité, tu me reposais la question qu'est-ce que tu ferais pour aller chercher les 100 premiers trucs et tout. En réalité, du short. En fait, du short, c'est le truc le plus puissant. C'est, en fait, j'ai même pas besoin d'appeler mes potes. C'est, je fais un short, je fais une vidéo, tu vois, je la rends sympa, j'utilise des outils comme SoMagic ou autre, tu vois. Et derrière, je la publie de ma chambre, de mon lit, tu vois. Je peux toucher peut-être 1 million de personnes. Rien de plus puissant. Tu veux faire la même chose avec ton téléphone en appelant des gens, va appeler 1 million de personnes. C'est incroyable. Non, mais du coup, c'est ouf parce qu'aujourd'hui, du coup, entre les technos qu'il y a pour développer ton produit, on vient de le dire, tu lances une landing, tu testes, tu mets un Stripe, tu connectes, tu fais ton marketing facilement comme ça. Et en plus, aujourd'hui, sur YouTube, mais comme sur SoMagic, on fait beaucoup de tutos pour expliquer aux gens comment faire des vidéos, comment t'apprends à faire tes premières choses. On t'explique gratuitement comment te démerder à faire un truc qui est pas trop mal. Tu vois. T'as tout entre les mains pour pour tester et avoir ce PMF pour quasi 0 € et quasi tout seul. C'est ça la force d'Internet aujourd'hui. C'est vrai que pour rebondir sur l'algo et sa puissance qui est vraiment phénoménale aujourd'hui par rapport à peut-être il y a quelques années, moi je le vois bien. Il suffit que je m'intéresse pendant, je sais pas moi, 2-3 jours là j'ai acheté un appartement, je le retape. J'ai que des contenus de bricolage, de rénovation. Vraiment acheter un appartement. Ils prennent toute ta chaîne de valeur parce que quand tu vas commencer à faire la déco, tu vas recevoir du contenu. Ouais, mais c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça. Et là, j'ai terminé. Là, je passe sur l'aménagement de mon van. J'ai que ça. Et le bricolage, j'en entends plus parler. Et c'est vraiment incroyable. Et ce qui est fort, c'est que tu ne vois pas que c'est de la pub. Ce que je disais, mais en fait, t'as pas conscience que c'est de la pub. Tu vois du contenu d'un créateur qui te montre mon top 3 des meubles chez moi. Ouais. En fait, et indirectement, le mec vient de te vendre des meubles. Mais c'est pas une pub, tu vois. C'est pas dans ton ads, tu vois. C'est ça qui est dingue. Du coup, tu fais plus la nuance entre des pubs et des contenus, parce qu'aujourd'hui, tout est publicité. Un créateur de contenu qui publie demain une vidéo, il a toujours un truc à vendre derrière, tu vois. C'est soit ton temps, ton attention, soit le meuble qu'il veut vraiment te vendre, soit c'est pour te mettre dans un groupe pour derrière. Et c'est ça qui est vraiment fort. Vraiment, il faut en avoir conscience parce que. Mais là, même maintenant que tu le dis, bon, moi j'en ai conscience et je pense qu'on en a tous les trois très bien conscience, mais même là, maintenant que tu le dis, je pense que ça me dérangerait pas, même si j'étais pas au courant avant et que j'avais pas capté le truc, parce que derrière, c'est une personne qui t'apporte une partie de solution à ton problème et tu te dis, bah, fine, en fait, limite, t'es mon pote, tu viens me vendre un truc, c'est presque un petit service que tu me demandes d'acheter ton produit, quoi. Donc, je trouve que même avec cette technique-là de vente, c'est peut-être plus éthique Après, je pense que c'est pas mal lié au format. C'est-à-dire que, tu vois, avant, la création de contenu, ça a toujours existé. Du blogging, des sites, de conseils, tout ce que tu veux, même YouTube en long forme, etc. Je pense que le short form, le format du short form a un côté très authentique. C'est un peu une sorte de FaceTime, tu vois, où tu vois quelqu'un te parler en direct. Et donc, tu as l'impression que c'est un appel téléphonique. Enfin, j'exagère, mais tu vois l'idée, c'est que tu as quelqu'un qui te parle en face à face, comme si c'était ton pote, tu vois, qui te parle. Et c'est pour ça que l'UGC, enfin, le contenu créé par les utilisateurs fonctionne très bien, parce que ça donne cette sensation d'authenticité, quoi. 100%. Je le vois bien, parce que c'est drôle, parce que j'en parlais avec quelqu'un à qui j'étais en appel juste avant, qui me racontait qu'ils avaient lancé une pub en short form, mais peu importe, qui était un enregistrement de visio. Donc, on sait très bien, l'enregistrement de visio, le micro est merdique, la vidéo est bof. Et ils arrivaient à vendre. Ils avaient un certain taux de conversion. Ils se sont dit, bah, let's go, on a un peu de thunes. On va investir dans un studio, podcast, machin, etc. Le son, la belle caméra, etc. Ils ont fait 10 fois plus de trafic et infiniment de moins de ventes parce qu'ils en ont fait 0. Ils m'ont dit, on est repassé à la méthode d'avant et on a retrouvé
les performances d'avant. Mmh. Et ça, moi, je le sens bien aussi quand la vidéo est trop travaillée. Exactement. Ouais. L'audience... Je pense qu'aujourd'hui, un truc qui a pas mal changé aux yeux des gens, c'est que à l'époque, tu sais, quand tu voyais des pubs à la télé, je prends l'exemple de la télé, mais c'est souvent des pubs très transactionnelles, genre, tu sais, genre, mon nouveau téléphone que je te vends, les cas, etc. Et en fait, on a compris qu'aujourd'hui, en fait, pour vendre, la meilleure façon de vendre, c'est d'apporter de la valeur gratuitement à ton client. D'abord, de lui offrir un truc, et ensuite, il achète ton produit. Et donc, en fait, ce que tu vois sur TikTok, c'est un mec qui va passer du temps à créer du contenu pour te montrer le tuto comment monter ton meuble. Toi, tu vas dire, c'est intéressant. Tu vois, il t'a apporté de la valeur. Et en échange de quoi, tu vas avoir confiance en lui et tu vas dire, bah, en fait, son meuble, il est pas mal. Et en fait, c'est la meilleure façon de vendre en général dans le monde, tu vois. T'as un problème, bah, tu vois, tu vas d'abord m'aider sur un truc que moi, je peux avoir et en échange, moi, je vais t'aider. C'est du troc, en quelque sorte, tu vois. Voilà, moi, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que t'as pas l'impression que c'est des pubs. En réalité, c'est des tips qu'ils te donnent. Et toi, après, tu choisis. Et ça a ouvert aussi, je pense, un spectre de personnes qui avant ne créaient jamais de contenu. C'est-à-dire que, tu vois, avant, je dis n'importe quoi, YouTube ou un blog, il fallait que tu saches écrire, tu vois. Aujourd'hui, c'est comme si tu faisais un appel téléphonique avec des potes ou avec un client et t'expliques ton expertise. Tu vois, nous, on a des clients, je parle tout le temps des fromagers, mais tu vois, eux, ils faisaient pas de contenu. Mais un fromager, il fait de la vente, il fait de l'accompagnement dans son magasin. Et donc, il se filme juste en train de faire la même chose et ça cartonne. Ouais. Et donc, ça ouvre un spectre à plein de personnes qui n'existaient pas, entre guillemets, sur Internet, ou pas beaucoup, on va dire, et qui aujourd'hui, les barbeurs, tu vois, les coupes, voilà, ça inonde le marché, tu vois, ouais. et sur des personas, on va dire, qui n'existaient pas. Et donc, aujourd'hui, ça a ouvert vraiment un plan, et donc, je suis assez d'accord sur le fait que le short form, ça peut être aussi un média qui peut être... Le seul problème de ça, c'est que, en fait, nous, on est convaincus, chez SubMagic, que le métier du créateur, c'est pas le même métier que d'éditer son contenu. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de gens qui se mettent à publier du short form que la concurrence devient rude. Vraiment, tu vois, il faut sortir du lot. Tu vois, il suffit pas juste de faire un short où tu montes ton fromage pour faire des vues. Il faut faire un truc un peu plus poussé. Il faut réfléchir. Il faut mettre des sous-titres, il faut mettre un peu de montage, il faut mettre des choses qui vont faire que ton short va être captivant. Et ce qui est inaccessible à des barbeurs ou des fromagers. Bah, ce qui est, jusqu'à présent, il y a encore un an, moi, dans mon cas, tu vois, c'était, encore une fois, on revient sur mon problème, mais moi, j'aurais pas eu les moyens de payer un monteur, je pouvais pas faire mes shorts bien, tu vois. Et c'est chiant parce que du coup, ça empêche des gens qui ont. Bon, moi, c'était un truc qui est peut-être. Tout le monde s'en fout, c'était un truc d'automobile, rien à voir, mais quelqu'un qui a vraiment un message. Moi, je vois souvent les vidéos. Moi, tu vois, j'aime bien la nutrition et les trucs pour bien manger, etc., pas manger dégueulasse. Et il y a pas mal de gens qui font des vidéos où ils expliquent, genre, les aliments à prendre, la pas à prendre, etc. C'est des gens qui, grâce à des outils comme SubMagic, ils ont un pouvoir de pouvoir communiquer un bon message, tu vois, aux yeux des gens. Et eux, ils se focus sur leur contenu. Donc, on leur demande juste, en fait, toi, lui, il prend son téléphone, il filme, il donne son savoir-faire. Et après, la partie editing, c'est pas vraiment son savoir-faire, tu vois. Aller mettre des captions, aller rendre sa vidéo plus virale, aller mettre le hook, etc. Ça, il sait pas faire, c'est pas son métier. Et c'est pour ça que nous, là, on vient vraiment le simplifier et l'aider dans son process de création de contenu où on va gérer toute la partie qu'il a pas envie de gérer. Dans un truc très simple. Et du coup, ce qui fait que, du coup, il y a plein de gens qui se mettent à créer du contenu dans tout type d'univers. Et c'est vraiment beau à voir. Franchement, honnêtement, et tous les jours, tu as des nouveaux métiers. Et ce qui est ouf, et je rajoute juste ça par rapport à la création de contenu écrite de blog, qu'il y avait avant, ou comme d'autres types de création de contenu, c'est que la vidéo, c'est quand même un média ouf, mais ça te donne une créativité qui est exceptionnelle. Tu peux faire tellement de choses. Je vois des vidéos tellement ouf sur les Reels ou les Shorts, des trucs des mecs qui ont pensé à des trucs. Tu peux communiquer beaucoup plus d'émotions, je trouve, dans la vidéo que dans l'écriture. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. Et ça t'ouvre aussi un spectre de gens. Tu vois, mon père, il est sur TikTok. Alors qu'avant, jamais de la vie, il va aller sur un site internet ou lire des articles, tu vois. Et donc, c'est dans la création de contenu, mais aussi dans l'audience que tu vas aller cibler, quoi. Ouais, carrément. Ok. Justement, comment... c'était quoi un petit peu les débuts de SubMagic? On a parlé tout à l'heure du 1 mois MVP. C'était quoi la core feature? Et comment vous y êtes pris pour développer ça? On peut peut-être parler un petit peu d'outils, parce que on a des profils tech. Voilà, qu'est-ce que vous avez utilisé? C'était quoi la core feature et à quoi ressemblait SubMagic? La core feature, tout à l'heure, on parlait de se dire, en 2 semaines, qu'est-ce qu'on peut sortir? Nous, notre usage de base, c'était très très simple. C'est tu uploades une vidéo, tu cliques sur un bouton pour dire, OK, je veux les sous-titres, et on te sortait les sous-titres en automatique avec des emojis. Voilà, en gros, c'était ça le premier MVP, c'était ça. Et donc, fort de ça, de se dire en 2 semaines, où est-ce que je dois mettre de l'intelligence là-dessus? Du coup, c'était de trouver des technos. Donc, les technos qu'on a mis en place, ça a été globalement React. Bon, voilà, c'est le truc classique, on va dire. On a mis React en place. On a mis une base de données qui était,
on va dire, simple à installer, en tout cas, qui était un peu jeune à l'époque, c'était Supabase. Donc, je sais pas si tout le monde connaît Supabase, mais c'est un équivalent de Firebase, voilà, de Google, qui permet globalement de simplifier tout ce qui est authentification, connexion en base de données, d'avoir de la base de données quasiment live, et d'avoir tous ces outils, on va dire, à travers une interface également pour, si le back-office des utilisateurs, enfin, de l'équipe ont besoin de faire des choses, c'est simplifié. Mais globalement, voilà, c'était vraiment et Next, du coup, pour pouvoir déployer rapidement. C'était vraiment ça, la brique très très simple au départ avec Tailwind, bon, peu importe, mais en gros, la stack technique, c'était vraiment ça. Et juste, excuse-moi, je te coupe, à l'époque, c'était quand? C'était 1 an. Ouais, c'est ça, début 2023, enfin... Ouais. Ok. Yes. Non, mais parce que là, ce que je veux dire, c'est que maintenant, Supabase est plus mûr, tu vois. Mais pour remettre dans le contexte, voilà. Ouais, bien sûr. De quel âge a plus ou moins SendMagic, quoi. Mais je pense que, et on utilise Stripe sur la partie paiement, et je pense que tout à l'heure, ce que disait David, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils qui existent, après, moi, je parle de quand j'ai commencé il y a 10 ans, hein, mais, ou il y a 15 ans, mais la réalité, c'est-à-dire que maintenant, en revenant et en mettant la main dans le cambouis pour faire ce projet, c'est incroyable ce qui existe sur le marché. C'est-à-dire Stripe, tu le connectes en 1 heure. C'est la réalité. Supabase, ça te permet de faire l'authentification par Google, par tous les prestataires que tu veux, en 1 heure. Tu as des tutoriaux sur tous les sujets qui existent sur YouTube. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau aujourd'hui pour être seul dans sa chambre et lancer un projet où c'est vraiment simple. C'est-à-dire en un week-end, vraiment, tu peux faire quelque chose. Et tu vois, Supabase, c'est vraiment build in weekends, scale for millions. Tu vois, c'est vraiment, tu construis en un week-end. Qu'on soit tech ou pas tech. Parce que là, tu parles de Stripe, par exemple. Bon, c'est bien d'avoir des connaissances tech, mais c'est pas du tout nécessaire pour ce type d'outil. Bien sûr. Bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est que même là, on parlait même tout à l'heure de créer une entreprise. C'est-à-dire tout existe sur Internet. On parle des podcasts, etc., pour se nourrir, pour être motivé, etc. Mais enfin, l'état de l'art, c'est ce qui existe sur le marché, sur l'entrepreneuriat, c'est vraiment exceptionnel, tu vois. Ok. Il n'y a plus d'excuses de monter. Normalement, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'argent réellement. C'est juste la volonté et la curiosité. Et tu as tous les outils à disposition, honnêtement. Avec Internet, si tu veux faire un produit tech, tu vois, ou un produit. Et même pas forcément, même, tu vois, je pensais à l'exemple de l'e-commerce. Moi, j'étais dans l'e-commerce avant. On voulait tester des couleurs de culottes, parce qu'on vendait des culottes. Et ben en fait, on les testait, on n'avait même pas les produits. Tu vois. On avait un Shopify, on mettait des produits, on faisait des shootings photos avec des prototypes, tu vois. Et après, on mettait des ads et on voyait s'il y avait de la demande. Mais tu vois, aujourd'hui, on pourrait monter une boîte sans avoir réellement quelque chose. Ouais, mais ça, je suis à 100%. Et souvent, tu vois, je pense côté tech, les devs sont très focalisés sur une tech. Genre, moi, j'adore faire ça. Et en fait, c'est pas le sujet. C'est de se dire, en fait, t'as 2 semaines ou 1 mois pour le faire. C'est quoi la solution la plus intéressante? Et tu vois, Supabase, moi, je connaissais pas. C'est juste, j'ai regardé ce qui était simple à implémenter. J'ai vu 2-3 tutos. Je voyais que sur mon besoin qui était connexion Google, etc., database, c'était simple. Hop, j'ai testé et on est parti, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi ça, ce côté un peu dev où on adore trop les technos. Je veux tester. Ok, en fait, c'est à quoi sert cette techno et qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Ok. Pour moi, c'est juste un outil, tu vois. C'est beau, c'est le côté business qui a... Mais c'est vrai, c'est super, il a raison. En fait, c'est l'objectif à la fin de la journée, c'est de faire des ventes. En fait, c'est le moyen d'utiliser. En fait, ça doit pas être une priorité ou. En fait, c'est juste. Ça doit juste répondre à ton objectif de fin qui est de pouvoir vendre ton produit à un client. Et je pense que quand tu as ce mindset-là, tu perds moins de temps sur des conneries qui servent à rien et tu te focuses sur l'essentiel du business qui est juste de répondre à un problème et de faire une vente, quoi. C'est tout, hein. Et de gagner plus d'argent que t'en dépenses. Ok. Et justement, sur les mois qui ont suivi ce premier mois de lancement, qu'est-ce qui vous a le plus pris du temps et c'était quoi un petit peu les points de focus sur lesquels vous investissiez beaucoup, peut-être en argent et en temps? Je commence par peut-être le business. Oui, bien sûr. Dans les mois qui ont suivi le lancement de SendMagic, en fait, on a eu la chance d'avoir trouvé un product market fit. J'ai de la chance parce que je sais que c'est pas tout le temps évident de trouver un product market fit. Ça peut prendre plusieurs années. Et c'est des périodes qui sont compliquées. Nous, on l'avait trouvé comme l'a dit Sfer, en 2 semaines et demie, 3 semaines, on l'avait. Et après, on a eu une traction qui était vraiment forte, très rapidement. Et du coup, en fait, tout s'est emballé un peu très vite. Tu vois, la réalité, c'est qu'on était très focus. Nous, je pense que une de nos forces, c'est qu'on a été focus sur l'essentiel, que ça soit en tech comme en business. Et en business, nous, on était focus sur notre stratégie d'acquisition qui était très vite tournée autour des créateurs de contenu. Donc, on a très vite créé des partenariats forts avec des gros créateurs de contenu parce qu'on a toujours cette vision de se dire, moi, on a envie de créer le meilleur produit pour les gens du short form content. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire avec des
top créateurs. Ouais. Et on avait déjà dès le début ce mindset. Et dès le début, on avait aussi ce mindset de dire, en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est de faire un produit qui va changer la vie des gens, mais pas la vie des Français, la vie des gens dans le monde entier. Donc, on est directement allé sur le marché américain. Ok. Ça, les focus, c'était États-Unis, partenaire avec des gros créateurs et préparer un lancement Product Hunt, parce que là aussi, on n'en parlait pas, mais Product Hunt, c'est un super moyen gratuit de pouvoir faire connaître ton produit à des gens en Internet. En une journée, tu peux lancer un produit sur Product Hunt. Ça, c'était nos focus du début du mois et on était très focus là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne se dispersait pas, on ne faisait pas de ads au début. On faisait des deals avec des créateurs. On avait aussi pas mal d'affiliations au début. Enfin, il y a 2-3 sujets qu'on a masterisés et on s'est très vite, avec notre CMO, accordé pour faire, tu vois, lui faisait ça, moi je faisais ça, et ça c'était ceinture bretelle. On allait là-dedans et on restait focus là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a créé très vite l'attraction à un niveau. On a su emballer le truc, quoi. Ok. Côté produit, c'était, on va dire, il y avait 2 choses simples. C'était c'est parler aux utilisateurs. On le répète tout à l'heure, mais c'est vraiment, voilà, c'est parler à des utilisateurs pour réaffiner ton produit, tout simplement. Tu réalises quelque chose qui est, voilà, un truc un peu à moitié fait, et donc tu reshape, tu vois, le produit en fonction des retours utilisateurs. Et après, je pense que le vrai sujet côté produit et dev en général, c'est le focus. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on priorise et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ou cette semaine. Qu'est-ce que je dois faire et release. Ok. Et donc, bon, ça paraît simple quand je le dis, mais d'être toujours focus parce que tu as 40 milliards de demandes toute la journée, etc. Et de se dire, qu'est-ce qui apporte le plus de valeur sur ma prochaine release et qu'est-ce que je peux faire en une semaine. C'est-à-dire faire des toutes petites releases et toujours affiner et réajuster ton produit comme ça. Et donc, nous, on a du coup shippé, tu vois, toutes les semaines, on avait de nouvelles fonctionnalités. Ouais. Exactement. Et donc, encore aujourd'hui. Ouais, encore aujourd'hui. Et donc, du coup, en fait, c'est tout simple, mais c'est juste t'améliores ton produit au jour le jour. Et donc, tous les nouveaux utilisateurs qui arrivent, ils voient un produit qui est un peu meilleur au quotidien. Et ceux qui sont arrivés aussi au début, ils étaient impressionnés, entre guillemets, par l'évolution de notre produit parce qu'ils le voyaient aussi évoluer avec le temps. Donc, ils étaient hyper contents, entre guillemets, d'avoir payé sur un produit où on prenait leur feedback et ils étaient vraiment mis en place. Il y a un tips que je peux donner qui nous a beaucoup aidé, c'est que quand on a lancé SubMagic, on a très vite été très proche de nos utilisateurs. Moi, je te disais au début, les premiers mecs qui ont payé, moi j'allais sur Stripe, je voyais leur email, je les contactais directement. Ouais. Et tu viens d'où, genre, t'es qui? Genre, et Tiffaï me disait, essaie de voir c'est qui ce genre de personne, genre c'est quoi le persona. L'idée, c'était de trouver un type de persona pour aller dire, ok, en fait, c'est un créateur de contenu qui a acheté SubMagic, c'est cool, maintenant on va aller chercher les autres créateurs comme lui, tu vois, parce que s'il lui a acheté, d'autres gens vont potentiellement acheter. Et donc, on a très vite été moi, je passais ma journée, c'était vraiment mon day-to-day, c'était vraiment de parler avec les mecs, quoi. Et en fait, je leur donnais directement mon numéro WhatsApp. Et on a créé un groupe WhatsApp. Parce que, voilà, un groupe WhatsApp. C'était facile. Et je les ai tous mis dans ce groupe. Au fur et à mesure, les nouveaux clients, un mec qui est devenu client de SubMagic, il rentrait dans ce groupe WhatsApp. Ok. Et en mode, au début, c'était pas mal de Français. Et le groupe, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent dans ce groupe parce qu'au final, il y avait pas mal de gens à la fin. Et grâce à ce groupe-là, on a créé un truc de ouf. Mais ça, en fait, c'était le noyau qui nous a permis d'avancer hyper vite parce qu'on était tellement proche de ces gens-là. Et on les a tellement impliqués dans le business, c'est-à-dire qu'on était hyper transparent avec eux. Moi, je leur faisais des vidéos le soir, je leur parlais, ils pouvaient m'appeler quand ils voulaient. On avait une discussion. Alors, en fait, c'était comme si j'avais 150 associés dans le business avec moi. Et on était tous là dans la boîte. En fait, là, tu t'achètes SubMagic il y a 1 an. En fait, t'étais en mode genre, David, putain, trop bien, vas-y, tu peux rajouter ça sur le produit. Ouais, ok, j'en parle. Hop, 2 jours plus tard, c'était là. Ok, trop bien. Et je mets une vidéo et on met des new features. Et en fait, ces gens-là, qui étaient en mode genre, mais attends, mais je donne des choses et ça a un impact directement, je le vois dans le produit. Et du coup, eux, ils en parlent autour d'eux, tu vois, ça fait un effet bouche-oreille qui est hyper fort. Ça crée de la stickiness dans le business avec des gens qui aiment vraiment ton produit. C'est pas des gens qui trouvent ça cool, c'est des gens les mecs qui surkiffaient notre produit. Ils le surkiffent toujours aujourd'hui, j'espère. Et ça nous a beaucoup aidé. Donc ça coûte rien à faire. Et le groupe, t'as inséré les nouveaux clients jusqu'à combien à peu près dans le groupe? On s'est arrêté à genre 200. En fait, c'était trop. À un moment, mon téléphone, il s'est que sonné. Mais ça, c'est un point important. C'est-à-dire que ça, c'était un truc que j'avais repris de YC, donc YC Combinator, qui a fait Coinbase, Airbnb, etc. Et Airbnb, le CEO, il le dit souvent sur qu'est-ce qui a fait la différence au départ. Et je suis convaincu pour ceux qui se lancent qu'il faut faire ça, c'est de se dire, ok, c'est qui les 100 premières personnes qui vont aimer ton produit? C'est pas ils vont adorer ou apprécier, c'est ils vont aimer, ils vont être amoureux de ton produit. Et ceux-là, tu essaies de les mettre quelque part. Nous, on a pris WhatsApp, mais peu importe les secteurs, est-ce que c'est ton téléphone, peu importe, whatever. Mais voilà, nous, on a utilisé le groupe WhatsApp, mais l'objectif, en tout cas, c'était de trouver 100 fans de ton produit. Et pour faire 100 personnes qui soient fans de ton produit, il
forcément, il faut que tu sois proche d'eux, tu communiques souvent avec eux, etc. Ça, c'est juste pour tes séquences, quoi. Mais... Ouais. Et je me souviens d'appels qu'on faisait, même si toi t'étais là aussi. Les users, on leur prenait en call tout le temps, et en fait, ils étaient hyper contents de nous donner des feedbacks. Et en fait, ils faisaient le rôle de product manager, parce qu'en fait, ils utilisaient le produit, ils nous disaient leur retour, gratuit. Ouais. C'est eux qui nous payaient en plus, ils payaient la solution, et surtout c'est important de continuer à les faire payer. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire parce qu'ils nous aident, du coup vas-y, tu sais quoi, je vous offre la bonne. D'accord. Il faut surtout pas faire ça, parce que c'est une erreur, parce que du coup les mecs ils sont biaisés dans leur. Parce qu'en fait, quand ils te demandent une feature, quand ils payent le produit, elle a beaucoup plus de valeur que quand ils payent pas le produit. Quand ils payent pas le produit, ils peuvent te dire un peu tout et n'importe quoi. Ce serait cool d'avoir une application, tu vois, ce serait cool d'avoir ça, tu vois. Mais en réalité, là, le mec paye, donc il a envie de rentabiliser son abonnement. Donc, si tu dis une application, ça va prendre 3 mois à développer, tu vois, ça va pas être la même chose que si je peux. Donc, tu vois vraiment ce qu'il y a de l'intérêt. Et un truc aussi, conseil que je peux donner aussi, voilà, mais c'est les retours utilisateurs il faut tous les écouter. Après, il faut les sélectionner. Il n'y a pas tous les retours qui sont bons. Il n'y a pas tous les utilisateurs qui sont des bons utilisateurs. Il y a des gens qui te demandent des trucs un peu loufoques. Il faut faire la part des choses et il faut être judicieux pour dire, OK, qu'est-ce qui a de l'impact sur le business, ce que Sifai disait tout à l'heure. C'est très important d'arriver à prendre du recul et à se dire, OK, ça, je le priorise, ça, c'est pas dans ma roadmap. Combien de personnes veulent la feature versus est-ce que tu vois, est-ce que c'est vraiment un nice to have ou c'est un must to have à chaque fois, et c'est quoi l'impact gain, tu vois, l'effort gain, vraiment se le poser tout le temps. Et on a été très bon là-dessus, je pense, et ce qui a fait notre différence, c'est qu'on a été très bon sur la priorisation des features, et on priorisait toujours des features qui avaient du sens et qui étaient rapides à faire et qui avaient de l'impact fort, tu vois, et ça c'est vraiment pas simple, parce que souvent c'est quel est le client le plus mécontent, celui qui crie le plus fort. Ça nous fait écho et on se dit ok, il faut développer ça. Et donc comment tu prends du recul et tu temporises ça, c'est-à-dire voilà, nous toutes les semaines on s'appelle tous les jours pour avoir les retours utilisateurs, mais à un moment donné tu temporises et tu dis ok, là ça, sur ce besoin il y a vraiment de la fréquence, ce besoin il est répété souvent, et est-ce que c'est un nice to have ou un must have, c'est-à-dire est-ce que ça fait mal, on va dire, de pas avoir cette fonctionnalité, et donc ça te donne des signaux pour dire ok, ça je vais le prioriser. Et l'effort gain, je pense que c'est important, je revenais tout à l'heure au MVP ou 80-20. C'est-à-dire, est-ce que pour développer cette fonctionnalité, il faut 6 mois? Si oui, repoussons-le à après et attendons qu'on ait vraiment beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont besoin de ça avant de se lancer là-dessus. Ok. Et pour rebondir un petit peu sur le groupe WhatsApp, tu disais, là, l'objectif, c'est d'aller chercher les 100 premières personnes qui aiment ton produit. Est-ce que tu penses que quand vous avez fait rentrer les 200 premières personnes, enfin, les 200 personnes dans le groupe WhatsApp, c'était déjà 200 personnes qui aimaient votre produit, ou elles l'ont aimé parce qu'elles étaient ils sont rentrés dans le groupe en mode ah, c'est bien votre truc et tout, ça a l'air cool, et ils ont aimé le produit, un peu comme comme une relation amoureuse. T'as la passion du début, puis t'as l'amour qui vient après, mais qui est pas là au jour zéro, quoi. Je pense que c'est arrivé après, c'est-à-dire que tu vois, nous on avait cet objectif de dire on va trouver 100 personnes qui soient amoureux de ce Magic, mais on savait pas dès le début s'ils étaient intéressés. Nous on sentait qu'il y avait quelque chose, on les a mis. Et après, tu sais, ça fait effet boule de neige, parce que tu as d'autres gens qui commençaient à mettre des commentaires. Ah, ça, c'est super cool. Donc, ça fait aussi, ça crée une sorte d'émulsion dans ce groupe-là. Tu vois, on les a pas compté le nombre d'amoureux, mais c'est juste pour dire, voilà, concentrez-vous pas sur tout le monde, mais sur des gens vraiment qui vont être amoureux, parce qu'après, eux, ils vont être ambassadeurs de ta marque, ils vont être ambassadeurs de ton produit. Ils nous faisaient souvent ce retour-là, mais ils n'avaient jamais participé à un SaaS, en fait, d'une certaine façon. Tout à l'heure, on disait, on avait 150 associés, c'est une réalité. C'est-à-dire que la magie du SaaS, c'est d'avoir, tu vois, ce côté abonnement, mais c'est aussi hyper exigeant, parce que tu dois avoir un produit qui soit constamment bien fait, etc. Et donc, le fait de voir, je sais pas, t'as une montre ou t'as une paire de chaussures que t'aimes bien, mais qu'il y a certaines choses que t'aimes pas, et il le corrige et il le déploie dans une semaine, c'est incroyable en réalité, tu vois. Ouais, carrément. Et donc, cette sensation-là de construire quelque chose avec nous a fait que on a créé un socle très solide. Ça crée des expériences, ça crée des souvenirs. Ces gens-là, ils s'en souviennent tous de ces expériences. Mais c'est vrai, je te pose la question, si toi, est-ce que tu te souviens d'avoir participé au développement d'un produit comme ça à sa jeunesse? Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie, tu vois. Je trouve ça génial. Au-delà du fait du business, du truc qui se développe et tout, c'est chambé, c'est cool, putain. Vraiment, c'est vrai que... Ouais, à la genèse du projet, non, j'ai pas forcément d'expérience, mais ouais, il y a comme ça 2 ou 3 marques où tu sens que t'as été impliqué, et c'était même pas dans la genèse, hein, je pense que la boîte existait déjà depuis pas mal de temps, et ils t'ont impliqué comme ça à travers un Slack, à travers un appel, etc. Et ouais, ça marque. Ça marque. Je te coupe 2 secondes là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de marques qui font ça. Ouais. Mais en fait, où tu vois pas ton impact, c'est-à-dire qu'ils le font, mais l'impact derrière, tu le vois pas. C'est-à-dire que des gens, pour parler à des gens, pour parler à des utilisateurs, il y en a qui le font pas mal, mais qui arrivent à transformer les retours en quelque chose de concret pour l'utilisateur. Et moi, j'en ai pas beaucoup. Honnêtement, il y a beaucoup qui disent qu'il faut le faire. Je pense notamment à Horace et Asphalt.
qui sont Je connais pas. deux marques qui, Horace, donc Ah, ça, c'est pas produit, du textile? Non. Asphalt Textile, ouais. Et c'est vrai qu'ils te mettent dans le processus, mais tu sens que ton Oui. retour, il est pris en compte. Oui. Mais bon, tu connais la marque aussi, tu connais son ampleur, et personnellement, tu sais très bien que ton retour, il va être pris en compte, mais noyé aussi dans la masse, quoi. 100%. Bien sûr, il y a certains mecs qui le font, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas fréquent. Tu vois. Et du coup, ça laisse des souvenirs aux gens, et ces souvenirs, ils ont beaucoup, beaucoup de valeur. Ouais, c'est clair. Beaucoup, beaucoup d'impact, plus que d'avoir juste utilisé ton produit. En fait, c'est ça qu'ils retiennent, plus que ton produit. Et du coup, c'était quoi un petit peu la courbe de croissance? Donc avril 2023, V1, c'était quand à peu près? On lance la V1. Mais commercialement. Ouais. En fait, 1er mai, on fait notre première vente. Quoi, ok. Je crois 15 avril, 1er mai. Ouais, ok, bon, on va dire première vente. Ouais. Après, c'était quoi la courbe de croissance? Est-ce qu'au bout d'un mois, il y avait 10 000 de MRR ou comment ça s'est passé? Je crois plus. Quoi. Non, mais on a fait une croissance qui était vraiment forte. Je crois qu'on est passé de. Je sais plus le premier mois à combien on a fini, mais en fait, on a atteint les 1 million d'ARR au bout de 90 jours. Donc c'était je crois le 1er juillet, on était à 1 million d'ARR. Le 1er août, 1er juin, 1er juillet, 1er août, on était à 80. Mais du coup, en projection? Non, on était à 1 million d'ARR. Ok. Enfin, c'était en projection. Oui, parce qu'on n'avait pas sur encore du MRR, un an. sur du MRR. On était déjà à l'équivalent, je crois, 84 000 de MRR le 1er août. Donc, faut se dire que, en fait, nous, quand on a vu ça, au début, on était vraiment la tête dedans, tu vois, mais en fait, c'est quand on a pris des reports, des retours d'autres entrepreneurs, etc., dans le SaaS, c'est des croissances qui sont très, très fortes, qui sont dans le top 1% des SaaS. Voilà, et du coup, ce qui a fait que, on a eu plein de challenges qui sont liés à la croissance. On a dû très vite être très exigeant avec, tu vois, on a très peu de marge d'erreur parce que, tu vois, on doit réagir très vite, on doit être très, enfin, tu vois, ça implique la croissance vite, implique beaucoup de challenges qui sont hyper excitants aussi. Mais ouais, on a très vite joué, je ne vais pas dire dans la cour des grands, mais c'était transformé très vite comme un petit projet bêta, un truc qui a pris beaucoup d'ampleur, où on s'est dit on peut faire vraiment quelque chose de très costaud, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il y a eu un time to market qui était assez fou, c'est-à-dire que quand on est arrivé sur le marché, ça a été, on va dire, la communication mass market de ChatGPT, de tous ces outils d'IA, Eleven Labs, etc., où globalement il y a eu une sorte d'euphorie autour du sujet de l'IA et d'avoir des cas d'usage réels. C'est-à-dire, tout le monde parlait de l'IA, mais ils avaient du mal à percevoir, ok, qu'est-ce que je peux concrètement faire? Et nous, on avait un truc où, en 3 clics, tu voyais un vrai cas d'usage de, t'as une vidéo qui est toute vide, on va dire, avec une vidéo où tu as des sous-titres, des emojis mis en automatique, des couleurs pour highlighter tes mots, etc. Et donc, dans notre communication et la partie acquisition, il y a eu aussi un effet boule de neige où c'était un peu le truc qui est devenu un peu viral parce que cet outil était cool et donc j'avais envie de le partager. Tu vois. Et ça, vous en aviez conscience? Vous vous êtes dit, ok, il y a une trend là-dessus sur les outils d'IA, mais personne n'arrive à faire quelque chose de concret avec et on va aller là-dedans? Ou... Non, ça a été une conséquence, quoi. On a vu la boule de neige s'enclencher, mais on n'était pas dans une stratégie de se dire, ok, là, il y a une position à aller chercher, quoi. Ouais, ok, ça marche. Au début, vous étiez que 2? On était 2 au début, et après, on a très vite été 3. Ok. Puis 4, puis 5. Justement, en termes de personnel, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vite embauché en interne? Est-ce que vous avez délégué à des freelances? Comment ça s'est passé un peu la croissance? Ouais, partie business, encore une fois, après Sifai racontera partie produit, mais partie business, donc la première personne qui nous a rejoint, c'est notre CMO aujourd'hui. Ouais. Parce que voilà, on est convaincu avec Sifai que faire du SaaS, c'est bien, mais il y a la distribution qui est aussi tout importante que le produit. Et c'est un vrai cœur de métier de faire de la distribution et faire du marketing. Et moi, j'avais dans mon entourage un garçon qui s'appelle Eli qui nous a rejoint très vite et qui était un gars avec qui je savais qu'on allait bosser parce que j'avais déjà bossé avec lui dans le passé et c'était un mec très très bon dans ce qu'il faisait, avec le même mindset que nous, etc. Et nous, notre objectif avec Sifai, quand on a lancé ce Magic, il était assez clair. On voulait faire une boîte remote déjà, on bossait tous à distance. On voulait faire une boîte, si possible, sans levée de fonds. Mm-hmm. On n'avait pas vocation à lever des fonds, donc on n'a jamais levé de fonds jusqu'à présent. Et on voulait faire une boîte le plus lean possible en termes d'employés. Donc on allait dire, ok, on va recruter, mais uniquement quand ça when it hurts. Et voilà, donc on a recruté, mine de rien, en fait, si on a quand même recruté, aujourd'hui on est 9, voilà, mais on a recruté au fur et à mesure, donc ça a été CMO premièrement, après ça a très vite été Customer Support, parce que en fait l'expérience client pour nous, on n'en a pas parlé encore, mais c'est méga important, c'est que c'est notre priorité avec produit simple,
expérience client de bonne qualité, 5 étoiles, expérience client excellente. Et du coup, moi, j'avais plus le temps de faire le support, donc je l'ai très vite sous-traité avec quelqu'un. Et on n'a jamais pris de freelance part-time. On a tout de suite voulu build une team avec des gens qui étaient impliqués dans la même vision que nous. Et du coup, on s'est impliqué à recruter des gens full-time. Et donc, du coup, c'était customer support. Après, ça a été très vite SEO. On a pris quelqu'un en SEO full-time parce qu'on a misé sur le SEO assez tôt parce que c'est un truc qui met du temps à avoir de l'impact. Donc, il faut mieux commencer tôt pour voir les résultats rapidement. Et ensuite, ça a été le deuxième support. Ça a été quoi? Je crois que ça a été tout. Après, il y a eu l'affiliate manager. On a pris quelqu'un qui nous a rejoint pour gérer l'affiliation parce que c'est devenu une grosse part de notre revenu. Donc, quelqu'un qui gère tous les affiliés. Et là, prochainement, il y a peut-être un autre poste qui va arriver. Mais voilà, globalement, pour la partie marketing, c'est ça. Ok. Ouais, sur la partie produit, alors je pense qu'il y a deux choses. Nous, on a construit que avec des seniors. C'est-à-dire que, mais ça, c'est, je pense, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, moi, par rapport à l'expérience que j'ai eue, j'avais formé beaucoup de personnes, beaucoup d'alternants, etc. Et en fait, je pense que c'est pas mal d'énergie que tu mets pas dans la production de ton dev ou ton produit. Donc, on a pris la décision très tôt de prendre que des seniors. Et le deuxième point qui est important, je pense, c'est que c'est pas parce que tu as plus de gens que tu produis plus de choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on comprend mal un peu, je trouve, en se disant, il faut... Et je pense surtout dans le modèle un peu start-up, où tu lèves des fonds, etc., plus tu as une grosse équipe, plus tu crois que tu es fort et que tu arrives à produire des choses. Moi, c'est pas forcément ma conviction. Et donc, et on le prouve, je pense, aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est que 3 à faire le produit. Parce que du coup, on est vraiment focalisé à faire du dev, tu vois. Et donc, on est 3. Sur la partie UX, aujourd'hui, c'est moi qui m'en occupe parce que j'ai fait pas mal d'UX auparavant. Mais on va sans doute externaliser cette partie-là dans les 6 mois, 1 an à venir. Mais on va rester plutôt très, très, très lean. Ok. Donc, on va chercher un nouveau développeur là, senior aussi, en React, sur la stack qu'on a évoquée, mais globalement React et Next.js. Et en anglais aussi, parce que là, pour le coup, nous, on travaille pas mal en remote. Ouais. Mais ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que nos clients, ils sont vraiment un peu partout dans le monde. Donc, on est sur des time zones différentes. Donc, on a des personnes, on a une personne qui est en Argentine et une autre personne au Vietnam. Et donc, on essaye d'être sur les différentes time zones pour pouvoir régler les problèmes des différents clients. Ok. Et donc, on est full remote, mais en même temps... qu'avec des seniors aussi, pour qu'ils soient autonomes, indépendants dans la prise de décision pour aller vite. Quoi. Ok. Dédicace à tous les gens qui écoutent. Non, mais moi, ma conviction, tu vois, et c'est pas, je pense, une exception de somme magique. Hein. Tu prends Instagram, ils étaient 10 quand ils ont vendu à Meta. Tu prends Le Bon Coin, ils étaient 15 avant d'arriver à, je sais plus quoi, 100 millions d'ARR, etc. Donc, je pense pas que c'est une exception. Je pense qu'une grosse différence qui change la donne aujourd'hui, c'est l'IA. Je pense que ChatGPT, c'est une chance incroyable pour les développeurs. Je ne sais pas si tout le monde l'utilise aujourd'hui, mais ça décuple nos performances et la capacité à délivrer. Et donc, tu vois, on est arrivé aussi à un moment donné où ChatGPT, ça nous a permis d'être beaucoup plus véloce en termes de production. Donc voilà, tout ça fait que je trouve que ce modèle Lean Bootstrap a du sens parce que du coup, la prise de décision est aussi hyper rapide, quoi, d'une certaine façon. Ok. Et donc là, typiquement, votre besoin sur un dev, parce que comme vous l'avez bien fait comprendre, recrutement plus en mode lean et on va pas chercher à recruter un maximum de monde. Il est sur un délai de combien de temps à peu près pour voir en fonction de quand sort l'épisode, tu vois, s'il y a moyen. Ouais, bien sûr. Non, mais je pense que d'ici 1 mois, tu vois, là, on est sur un développement important d'une partie du produit, mais après ça, moi, je vais m'être focalisé 100% sur la partie recrutement. Parce que ça demande de temps, de passer les entretiens, etc. Mais dans 1 mois, on va se mettre en ordre de marche. Ouais. Ok. Ça marche, on mettra tous les liens, hein, s'il faut en mettre dans la description de l'épisode. WhatsApp. Ok, super, hyper intéressant. C'est quoi, si vous deviez, là, on va dire que c'est l'anniversaire un petit peu bientôt de SubMagic, sur sa première année de vécu, est-ce qu'il y a quelque chose, avec le recul, aussi bien côté produit que côté marketing, que vous auriez potentiellement fait différemment? Je vais répondre en mais bien tant que tu réfléchis. Non, moi je pense qu'il ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur bien prioriser les tâches et de se dire voilà l'effort que ça prend par rapport au gain. Je vais donner un exemple très concret. Tu vois, au début, on a très vite
parce qu'on a eu plusieurs demandes, développer toute une partie workspace, c'est-à-dire avoir une partie collaborative, inviter des gens, etc. Et en fait, ça a été trop tôt dans le produit. Là, on l'a développé maintenant et voilà, ça commence à prendre, mais c'était trop tôt dans le produit et l'effort pour le faire était trop gros. Et donc, voilà, moi, je pense que c'est pas forcément une erreur, mais c'est toujours le même sujet de se dire comment tu priorises l'effort, l'impact que ça peut avoir et de bien mesurer ça pour pouvoir pas mettre tes efforts sur un... Parce que nous, on n'est que 3. Donc, quand tu mets beaucoup d'efforts sur un sujet, il faut vraiment que ça ait un impact business et produit, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que vous auriez pu aussi tomber dans le piège de se dire, OK, la roadmap, elle est énorme, la liste de features à développer, elle est énorme, on va aller embaucher 3 devs de plus demain. Mais pour autant, d'après ce que tu dis, c'est pas ce qui aurait eu le plus d'impact. En fait, tu vois, après, c'est très personnel, hein, mais si tu recrutes 10 développeurs, il faut que tu arrives à synchroniser ces 10 développeurs. Il faut que tu t'assures que le code qui sort, que la logique métier, qu'ils comprennent tous ces éléments-là. Et donc, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que du coup, tu mets d'autres personnes pour gérer ces 10 développeurs. Donc, tu vas mettre des product managers pour gérer ces 2 personnes. Et donc, pour gérer ces 3 product managers ou ces 2 product managers, tu vas mettre une autre personne pour gérer ces head, tu vois, le head of product, on va dire, qui va gérer ces personnes-là. Et donc, en fait, en voulant imaginer créer une task force, tu vois, plus forte, en fait, tu as mis 2 couches. Ouais, c'est la pyramide. Quand tu veux mettre un pion en bas en plus, t'en as... Exactement. Mais sauf qu'entre toi, pour que l'information arrive, tu vois, c'est comme dans un bateau. Là, on est dans une petite barque et ça avance vite, on peut tourner assez rapidement. Mais quand tu commences à avoir un plus gros bateau, pour s'assurer que tout le monde tourne dans le bon sens, il faut beaucoup plus d'efforts, tu vois. Et donc, moi, ma conviction, c'est de se dire, en fait, si on est moins à être productif, à vraiment ramer, on va tous se dire, on va à gauche, tu vois, tu as plus de force pour y aller, quoi. Après, voilà, il y a différents types de modèles, hein, mais en tout cas, ce qui fonctionne pour nous, c'est celui-ci. Ok. J'en ai pas trouvé. Si. Je dirais que je pense que c'est un sujet de focus. Je dirais parce qu'on a, tu sais, quand tu vois le truc commence à vite prendre, etc. Il y a ce qui marche en marketing et ce que tu as envie de tester. Il y a plein de façons de faire du marketing. Je pense que parfois on a dû peut-être perdre du temps sur des sujets marketing qui étaient peut-être pas le cœur de ce qui vraiment marchait fort pour Submagic. Donc peut-être plus défocus sur certains tests marketing, mais en même temps ça fait partie du jeu parce que ces tests auraient pu être très concluants et du coup être des nouveaux leviers d'acquisition pour nous. Donc je dirais que j'ai pas de regret parce que ça a été bien fait en général, mais je dirais que en fait il faut très vite mettre des deadlines, mais tu vois en termes de test marketing, tu vois genre on teste une nouvelle action, on se donne un point d'étape dans 15 jours, on voit ce que ça a donné, ça a bien donné un truc, on continue, ça n'a pas donné, c'est pas grave, on ferme et on passe à autre chose. Et pas passer trop de temps, tu vois, un sujet de création de contenu qui a été long, qui a été compliqué, on s'est lancé dans la création de contenu en septembre, mais c'est un sujet qu'on a un peu laissé sous la table et développé, pas bien fait, pas bien géré, etc. et qui aurait peut-être pu mieux être fait, mais maintenant on a la recette et je pense qu'on a les armes pour attaquer bien ce sujet maintenant avec la bonne équipe, les bonnes personnes, les bons learnings. Donc voilà, tu vas rester focus sur ce qui compte vraiment pour ton business. Ok, et mesurer surtout. Mesurer, c'est super mal, évidemment. Si tu mesures pas, c'est compliqué. Mais ouais, c'est mesurer et dire, ok, ça a vraiment de l'impact, je continue ou pas, etc. Ok, super. C'est quoi les prochaines étapes là pour Submagic, feature, prochaine étape en interne, les grosses steps à venir là? Ok, alors non, les prochaines étapes, écoute, c'est que on est arrivé dans le marché avec un produit qui allait solutionner les gens qui créent du short sur les captions. Aujourd'hui, on a un produit qui est, je pense, un des meilleurs du marché sur la partie caption. On a ensuite attaqué le sujet des b-roll, parce qu'encore une fois, le besoin qu'on cherche à répondre, c'est comment on peut rendre la vidéo d'un créateur qui fait du fromage en une vidéo très captivante en 2 clics. C'est ça l'objectif, en fait. C'est ça notre métier. Lui, son métier, c'est de faire la vidéo. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui permet de rendre une vidéo plus virale? Au début, c'était les captions. Et après, on s'est rendu compte que les b-roll, ça aidait. Après, on s'est rendu compte que les zooms, ça aidait. Et on s'est rendu compte que le hook title dans une vidéo, c'était un truc qui permettait d'avoir plus d'engagement. Et la musique également. Et ça. Et en fait, tous ces éléments, on les rajoute dans Submagic au fur et à mesure. Ça, on est, je pense, très bon là-dessus. Et en fait, en parlant avec les users, on se rend compte que y a d'autres étapes dans le produit. Tu vois, ils me disent, avant d'aller sur Submagic, je vais sur CapCut ou sur Premiere pour faire mon trimage. Mon découpage de ma vidéo pour ensuite la mettre dans Submagic pour ensuite l'exporter. Tu vois, là, on va attaquer, on va release notre image fait par Submagic, qui est une nouvelle façon de voir le trimage. Et à chaque fois, toutes les approches qu'on a, c'est des approches innovantes de façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire un trimage comme les autres ont fait, parce qu'on se dit, tu vois, la première, elle le fait déjà, il y a plein d'outils qui permettent de faire du trimage. Nous, ce qu'on veut proposer, et c'est la vision de Submagic, c'est de faire des choses innovantes qui permettent aux gens de se dire, en fait, on est en train d'instaurer dans le monde une nouvelle façon d'éditer du contenu, et du contenu short.
Et c'est ça qui nous drive, et c'est ça que l'équipe drive, et c'est pour ça que les clients achètent SubMagic, c'est parce que c'est la façon aujourd'hui une des plus simples pour faire éditer des shorts. Et c'est ce qui, voilà, Ok. vers quoi on tend. Et on peut en parler de cette méthode de trimage, comment ça va fonctionner Ouais, je pense que tout ce qu'on a, pour expliquer souvent le sujet de la simplicité, on essaie parce que tout le monde parle beaucoup de simplicité, mais nous, on essaie de le matérialiser en quelque chose, c'est de se dire, OK, tout est faisable en 3 clics. Mais vraiment, littéralement 3 D'accord. clics. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais des captions, mais tu uploads ta vidéo, c'est un premier clic, tu cliques sur le bouton sous-titre, c'est un deuxième clic, et tu as un troisième clic qui est exporter ta vidéo. Tu vois, c'est vraiment en 3 clics. Et donc, tu vois, dans cette optique-là, on n'a pas rajouté 40 milliards de paramètres, on pré-choisit les choses pour toi. Et dans le trimage, globalement, 90% des outils aujourd'hui utilisent un système de timeline. C'est-à-dire, voilà, tu as une timeline et tu découpes tes bouts, etc. Nous, on va mettre en place une approche avec le texte. C'est-à-dire, en fonction de ce que tu dis, on a le texte qui s'affiche. Et donc, l'objectif, c'est de se dire, tu modifies une vidéo, tu trimes une vidéo comme tu modifies un Google Doc. D'accord. Et donc, c'est plus par, tu vois, le bloc d'en dessous, mais c'est tu enlèves du contenu ou tu caches du contenu. Et en fonction de ça, ça va trimer ta vidéo. Et il y a une partie bonus qui sera dévoilée, je pense, à la sortie, mais ça va plus loin. Mais voilà, la philosophie, en tout cas, c'est de se dire, voilà, comment on peut... Enfin, je pense que ce qui est intéressant, c'est que on arrive sur un média qui est le short-form content, qui est globalement tout nouveau, et on a une vision aussi différente, je pense, du marché, de se dire, voilà, vraiment, c'est comment on fait pour que tout soit fait en 3 clics. Donc, on va te proposer des choses, on va simplifier des choses au maximum. Et donc ça, c'est un exemple du trimage. Mais en tout cas, pour répondre à ta question sur la roadmap de l'année, c'est qu'on va résoudre, on va mettre notre sauce secrète, on va dire, qui est simplifier les choses sur différentes briques du process d'édition de short-form content. Toujours sur les short-form. Toujours sur les short-form. Ok. Je pense qu'une force de Tifei, c'est que comme il vient pas du domaine de la vidéo, c'est qu'il a une vision de la simplicité produit qui est différente de la mienne, parce que tu vois, moi, timeline première, je peux me pour toi c'est simple. Ouais, parce que j'ai l'habitude, mais c'est ça en fait qui fait notre force, parce que du coup il veut faire un produit très simple, et c'est pourquoi les gens achètent SubMagic. Et ouais, ça, et c'est pareil, tu vois, quand je vais écouter le mec de Airbnb, les mecs de Airbnb ils viennent pas du tout du domaine de l'hôtellerie, tu vois. Ils ont apporté une approche nouvelle au sujet de location d'appartements et de chambres. Pareil pour les mecs du Uber, tu vois. Je me compare pas du tout à ça, mais c'est juste que c'est des exemples, tu vois, ça nous inspire, tu vois, quand on voit ça. Ouais. Ils viennent pas du tout, ils cassent l'industrie avec une approche qui est différente. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans le short form content. Ok. Aujourd'hui. Et justement, dernière petite question pour conclure un petit peu sur cet épisode, c'est quoi votre point de vue sur l'association? Et est-ce que vous avez un petit tips où vous dites, bah tiens, voilà, faut aller chercher une personne qui est dans le domaine comme toi dans le montage vidéo, avec quelqu'un qui va venir disrupter ce qui existe déjà sur le marché, ou est-ce qu'il faut 2 personnes qui ont la même vision des choses et qui sont dans le même domaine, 2 gars complètement à l'extrême, enfin, voilà, c'est quoi un petit peu, de votre point de vue, hein, bien sûr, c'est pas la vérité absolue, mais... Je vais peut-être commencer. Après, c'est difficile à le faire quand tu commences une première fois, mais moi, ça a été de trouver un multi-entrepreneur, du coup, quelqu'un qui avait déjà créé des entreprises. Parce que forcément, quand tu fais ta première entreprise, souvent, les gens disent j'ai fait toutes les premières erreurs. Mais c'est parce que c'est classique, c'est comme nos parents, ils nous disent des choses qu'ils ont faites et les erreurs qu'ils ont faites, nous, on va aussi les faire. Ouais. Et donc, tant que tu l'as pas vécu, t'écoutes d'une autre façon les conseils. Et donc voilà, ça, c'est pas vraiment un conseil qu'on peut donner, mais en tout cas, moi, ça a été mon approche quand on s'est rencontré avec David. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense, c'est je sais pas s'il faut trouver des gens complémentaires qui ont la même philosophie ou pas, mais c'est moi ma conviction en tout cas par rapport au moment où on a créé SubMagic, c'était de trouver quelqu'un où j'avais des manques. Donc tu vois, tout à l'heure tu disais les devs ils sont pas très bons en marketing ou en business, mais peu importe, il y a peut-être parfois du design, j'en sais peu importe le besoin, et c'est de se dire ok, selon vous ou eux, quelle complémentarité en termes de capacité ils ont besoin pour que ce business-là en particulier fonctionne. Okay. Moi, ma conviction, c'était la partie business. C'est-à-dire que j'ai déjà travaillé avec pas mal de typologies de profils, et je pense que une des grosses forces de David, c'est vraiment cette partie business, et c'est-à-dire par tous les moyens, on va réussir à, entre guillemets, vendre. Pour moi, si on arrive à faire ça, après, le reste, si on a un bon produit et on a ça,
on a une boîte qui fonctionne, globalement. Et le marketing, c'est juste une conséquence pour moi de la vente. Et donc, pour notre besoin, on avait ça. On avait aussi, pour notre besoin, en tout cas, c'était une approche qu'on a eue dès le départ, c'était de lancer en anglais. Ouais. Je pense que, il l'a dit rapidement, mais aujourd'hui, en fait, le marché français, c'est petit. Et donc, l'effort pour faire en anglais, oui, c'est un peu plus complexe, mais je pense que ça doit être un prérequis. Donc, avoir quelqu'un qui parle un minima anglais ou qui sait se débrouiller, je pense que c'est important. Et je pense que toutes les personnes qui sont pas bons en anglais, il faut s'y mettre. Et pareil, tout à l'heure, on disait, tous les outils existent sur Internet, sur Duolingo, enfin, peu importe, mais voilà, pas assez sur l'anglais. Mais en tout cas, trouver quelqu'un qui parle anglais, je pense que c'est aussi un critère important. Ça paraît bizarre, mais... Ouais, non, mais carrément. Non, mais moi, je dirais que complémentarité, c'est très important. En fait, c'est bien se connaître, ça revient avec ce qu'on disait au début, mais de savoir toi, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, et être hyper honnête avec toi-même sur tes faiblesses, tu vois, et pas se les cacher, tu vois. Je pense que dès le début, quand on s'est rencontrés, moi, c'était assez... Enfin, tu sais, il y avait pas de... C'est pas de la drague, en fait, c'est juste... En fait, c'est... Je suis comme ça, et ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas. En fait, et au contraire, si ça te plaît pas, dis-moi, tu sais, comme ça, on perd pas de temps, tu vois. Et on était tous les deux très alignés sur ce qui nous plaisait chez l'un et chez l'autre, et surtout, on avait la même vision. Ça, c'est important, mais je pense il y a beaucoup de... Je sais, il y a d'associations, et même moi, j'ai vécu des associations qui se passent pas bien parce que la vision est... On n'est pas aligné sur l'objectif qu'on veut aller, tu vois. C'est quand même une boîte, c'est un truc qui va prendre du temps. Bah, où est-ce qu'on veut tendre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? Est-ce qu'on est d'accord? Et on avait les mêmes envies de type de société, de modèle, tu vois. Il n'y a pas eu d'issue, est-ce qu'on lève, on lève pas de fonds, tu vois, c'était clair, tu vois. Il n'y a pas eu de sujet, on n'a pas jamais perdu de temps là-dessus. Sur ce qui est de priorisation, on se fait confiance, il y a des trucs qui sont très importants. Et après, je pense que, ouais, moi, je cherchais chez Tifec. En fait, moi, je cherchais quelqu'un qui me complétait là où j'étais mauvais, c'est-à-dire en technique. Je sais pas faire de technique, tu vois, c'est pas mon domaine. Et quelqu'un qui ait l'autonomie de pouvoir gérer la technique tout seul. Ouais. Parce qu'au début, on était bootstrap. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait quelqu'un qui puisse faire le design, l'UX, le produit, la vidéo, enfin tout. Tu vois, tout gérer ce que je sais pas gérer. Mais sans me dire, attends, David, je vais faire appel à quelqu'un d'autre, on va prendre un freelance pour faire ça, parce que ça, je peux pas gérer. Je ne voulais pas de ça. Okay. Je voulais être en mesure de pouvoir lancer une boîte et lancer du business avec 2 personnes, moi et quelqu'un. Et c'est ce que Stify faisait très bien. Et le fait qu'il ait l'expérience, etc., ça tu le vois après dans le développement de la boîte, dans les erreurs à ne pas faire, etc. En fait, ça nous fait gagner en fait toutes les boîtes d'avant qu'on a faites, les expériences qu'on a eues, les 10 ans d'expérience que j'ai eu en entrepreneuriat et plus pour Stify. En fait, ça fait partie du process pour faire la boîte qu'on fait aujourd'hui. Et le dernier point, je dirais que c'était l'ambition. On avait une ambition qui était forte dès le début. Là, il parle des États-Unis, mais c'est vrai, en fait, dès le début, on s'est dit on va faire un produit qui va changer la vie des gens dans le monde entier et on va avoir un impact mondial. Et aujourd'hui, tu vois, on est fixant ce cap qu'aujourd'hui, bah, tu vois, on est plus connu aux États-Unis qu'en France, tu vois, genre, ouais. Enfin, notre produit est globalement connu là-bas et ça, on est super fiers, tu vois. Et voilà, quelqu'un d'ambitieux on vise grand, on a les moyens de faire les choses qui sont bien et c'est important. Voilà. Et pour alimenter ça, peut-être en méthodologie, je pense que je pourrais te l'envoyer. Il y a 100 questions sur un document qui a été fait par un fonds d'investissement américain où ils posent les 100 bonnes questions pour une association. Donc, ils vont te pousser dans tes retranchements, mais c'est les bonnes questions à se poser pour que comme ça, quand tu échanges avec une autre personne, tu vois si tu es aligné. Est-ce que tu veux faire une boîte et revendre ça dans 5 ans? Est-ce que tu veux faire une boîte dans 10 ans? Tu vois, est-ce que tu te payes sur les 2 premières années? Qu'est-ce qu'il te faut combien pour pouvoir vivre? Jusqu'à combien de temps tu peux te tenir sans te payer? Tu vois, ils te posent vraiment des questions que, quand tu es premier entrepreneur, tu te découvres un peu sur le tas. Ouais. Et là, ça te permet de t'aligner, de te dire, OK, est-ce qu'on a la même vision de la boîte ou pas? Auquel vous répondez tous les deux de votre côté. Voilà, après, ça vient matcher. Exactement. Et il y a plein de briques différentes, perso, sur l'entreprise, qu'est-ce qui t'énerve, c'est quoi tes mauvaises expériences, etc. Non, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Et tu vois, nous, on se connaissait pas avant. Ça nous a permis de nous aligner, de se dire, OK, là, on a la même vision des choses. OK. Super. Merci les gars. Pour remettre ça, le lien du truc, c'est important. Ouais, carrément. Justement, dernier appel à l'action, si vous voulez partager des liens dans les commentaires, dans la description. Non, mais je pense que moi, j'essaie de poster un peu sur LinkedIn, partager un peu des learnings. Je vais commencer à documenter un peu ce que je fais, etc. de plus en plus. Voilà, ça peut... Voilà, toute question et tout. Moi, j'adore parler avec les gens. Donc, si on peut aider, avec grand plaisir. Enfin, si je peux aider. Et voilà, je pense... Non, mais et moi, le dernier point, je pense que je le répétais par rapport à tout à l'heure, c'est que je pense qu'aujourd'hui, tout existe sur YouTube, vraiment. Et donc, c'est juste ce que je dis souvent aussi avec David, c'est que aujourd'hui, le vrai challenge, c'est juste d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire de se dire, en fait, tout existe sur Internet, faut y aller, faut avoir l'ambition. Je pense que Internet nous permet d'avoir l'ambition et de toucher vraiment le monde. Et
tout le contenu sur n'importe quel sujet existe sur YouTube. Il faut juste y aller et l'appliquer d'une certaine façon. Et vraiment, sur n'importe quel sujet, on est dans cette démarche-là aussi. Et donc, voilà, tout est déjà là, en fait. Même pour apprendre le bricolage ou du finger skate. Ouais, grave. Top. Merci les gars. Merci. À toi.